Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue au 54e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard qui est accompagné du gars qui prend des notes, Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien, juste le temps. J'ai un stylo. J'ai un stylo, vous le voyez des fois quand je m'emporte, là, vous voyez, j'ai un stylo, c'est parce que je prends le temps. Je note les segments différents. Fait que quand je fais du montage après, je suis pas juste à scroller pendant des vidéos à faire comme. Comment je pense que c'est à peu près là le bout où on parlait du flip de Ricochet. Fait que oui, c'est ça. Je prends des notes. Je prends des notes aussi. Je vais en prendre des notes spéciales cette semaine parce que on a un invité. Vous l'avez vu? Oui, vous le voyez. Dans le titre, Allô? vous le voyez, là, ceux qui nous écoutent et nous regardent sur YouTube, c'est Phil Bernier. Est-ce que c'est le Phil Bernier qui dit des commentaires de temps en temps pour les sommeliers? Eh oui, c'est moi qui est sommelier amateur sur le web. Alors, je suis venu vous rendre visite aujourd'hui, joyeusement. T'as bien Parler de pris. lutte. Ben oui, j'espère. Parler de lutte, parler de ski de fond, ça serait un peu plate parce qu'on n'est pas les sommeliers du ski de fond. T'es officiellement mieux qu'amateur. T'es officiellement rendu un sommelier invité. Là. Fait que là, tu peux mettre ce titre-là jusqu'à amateur, vu que t'es rentré sur l'épisode. Ajoute ça dans ton CV. Je veux dire, rendu ça rouvre des portes. Totalement. Phil, on commence tout le temps avec nos invités avec une petite entrevue ben basic, là. Aie pas peur, ça fait pas mal, presque. Je commence tranquillement avec la lutte, là, pour toi. Ça commence, c'est où, pourquoi, quand, comment, puis à quelle heure? Oui, mais c'est super simple. Moi, la lutte, en fait, c'est mon père travaillait pour AgroPure, la compagnie de voilà. Et son boss, à lui, avait des enfants qui aimaient la lutte. Fait qu'il ouvrait la loge de la compagnie. Oh! Fait que là, de fil en aiguille, il invitait les passionnés de lutte du travail. Fait que disait à mon père, à un moment donné, t'es un gars, ça tente-tu d'aller voir de la lutte? Fait que j'ai fait comme, why not? On allait au Centre Bell, là, voilà. Ben, au Centre directement. Ouais. Pas clair, Oui, ok, oui. C'était Centre Molson dans le temps. Centre Mais Centre Molson, Molson, voilà, exact, Très dans le temps qu'on était là. Fait que directement dans les loges, fait que, avec la bouffe, toute le quai, belle vue. Fait que j'ai commencé, t'es là 3-4 fois. T'as-tu la Survivor Series au Montreal Screwjob? Non, pas c'était pas là. Non, j'ai pas été là, mais j'ai vu le dernier match. Ouais, mais j'ai vu le dernier match de Stone Cold Steve Austin, mettons, à Montréal. C'était là, avec la finale, ce qui a bu de la bière pendant 20 minutes off-cam, à juste péter des cannes. Là, de tous les adultes qui étaient comme genre, OK, on peut y aller. Puis là, t'avais les enfants et l'employé à mon père qui était comme, non! Wow, quel beau moment. C'est dans quelle année à peu près, ça? C'est début 2000, genre? Non, je te dirais avant 2000, j'étais encore au primaire. OK. Je te dirais, c'est... je pourrais me tromper, par exemple. Genre la fin de l'Attitude Era, pas mal. Ouais, 80, 96, puis 2000, là, mettons. OK, cool. Là. Fait que, tu sais, joyeusement chez nous, j'ai une main en mousse, j'ai une plaque de char WWF. C'est dans le temps aussi que pendant une pause, je faisais la promotion des posters des lutteuses, là, mettons. Fait que fait que j'ai Swimsuit Lita chez nous ou Tori Wilson qui a un talent particulier pour nettoyer des voitures. Ça, tout son talent de l'avant, littéralement. C'était sa gimmick, ça. Être en bikini. Oui, voilà. Parlant de lutteurs, est-ce que l'Attitude Era t'as suivi un peu dans le style de lutte que t'aimes présentement, que t'écoutes présentement? Est-ce que ça a teinté ce que t'aimes là? Ou tu t'adaptes un peu aux produits qui se donnent présentement? Ben, c'est sûr que moi, je suis quand même assez caméléon parce que j'aime l'aura de la lutte en tant que telle. Tu sais, juste le phénomène du spectacle scripté un peu, là. Fait que caler des histoires. Fait que, tu sais, moi, aller voir les indies, là, j'ai un gros trip, là, de... Tu sais, tu t'assis, puis qu'est-ce que la soirée va dire? Ouais. Tu sais, comme, écoute, c'est qui le bon, c'est qui le méchant, puis les codes, là. Et moi, j'ai toujours été un fan de ça. De reprendre, mettons, la lutte, puis le mettre sur mes passe-temps en général aussi. Fait que, tu sais, mettons, je joue à des jeux vidéo, ben, je joue aux jeux vidéo de la lutte. Ouais. Ça, c'est définitif aussi. J'avais un travail à l'université en 2009. Je l'ai fait sur l'histoire, pas l'histoire, mais un portrait de la lutte au Québec. Ah, wow! Okay, cool! Ça, c'est très hot. Pendant 3 semaines, on avait été voir à Saint-Léonard une fédération. Là. C'est dans le temps qu'il y avait Darko contre Drew Onyx pour la ceinture. C'était le début de la tabarnak de team, là, avec Thomas Dubois, puis le monde qui était comme « Bois ton jus », puis là, il prenait son shake pour le boire dans le milieu. C'était des... Fait qu'on avait interviewé un promoteur, on avait interviewé Sexy Eddie, qui était venu nous voir, puis on avait été interviewé du monde du public pour faire un portrait.
Et de ce travail-là, le plus hot, c'est le prof voulait qu'on fasse vivre une émotion au monde. Tu sais, elle était là comme, c'est une recherche qualitative. Là, comme... Fait que quand on a fait notre oral, finalement, ce que ça a donné, c'est que tu avais un gars de notre équipe qui rentrait avec un chandail d'arbitre, commence à parler de qu'est-ce qu'on a fait comme recherche rapide. Et là, il part une chanson. Fait que t'as un autre gars de l'équipe qui rentre avec un masque de lutte mexicaine en chess avec une fille avec une fille en avant, parle de nos données. Et pendant qu'ils sont en train de parler, genre 3/4 de l'oral, il y a de la musique rock qui part. Je rentre avec un chandail à la Shawn Michaels, tu sais, juste en avant en arrière. Là. Ouais. Je pitch une serviette d'en face de quelqu'un du public. Crash une gorgée d'eau. C'est un autre élève, là. Le public est des élèves. Oui, qui s'en attendait pas. Je crache une gorgée d'eau d'en face du gars qui a un masque de lutteur mexicain. Puis là, je fais juste, là, tabarnak, on s'assit puis on écoute. Puis je me mets à juste caler tous nos résultats de recherche. Qu'est-ce qu'on a regardé? Et ça, c'était à l'UQAM, là. À l'université. Wow. Fait que vous voyez, l'université, la lutte est à l'université, assurément. Mais, pour vrai, la prof était flabbergastée, mais on a eu vraiment une belle note parce qu'après ça, on a pris 2 minutes pour expliquer que la lutte, c'est ça, c'est faire croire est-ce que c'est vrai ou pas, ou jouer sur la ligne de déranger ou de ramener le spectacle. Puis c'était un peu ça qu'on a fait vivre. Fait que tu sais, comparé à toutes les autres qui avaient amené juste quelqu'un puis qui faisait juste passer un PowerPoint. Oui, qui peut passer après? Il y a personne qui peut passer après ça, là, on s'entend, là. Je veux dire, vous avez brisé le système, là, rendu là, pour les présentations orales, là. Fait que ça, je comprends, OK. Fait que la lutte, quand c'est rentré dans ta vie, ça a resté dans ta vie, puis tu l'adaptes, tu l'appliques à toutes les sauces. Peu importe où tu peux intégrer la lutte, tu vas le faire. Fait que, est-ce que c'est de plus en plus dur de vivre de cette façon, d'essayer de continuer de cette façon-là? Maintenant, il y a la WWE, je sais pas si tu suis la All Elite un peu, je sais pas si tu tiens au courant de la TNA. Comment tu gères un peu tout ce pan-là de ta vie, maintenant qu'on est des adultes, là? Oui, mais ça paraît pas, mais j'ai 3 enfants, fait que ça veut dire le temps libre est une denrée rare. Ouais. C'est sûr que là. Je suis la WWE, puis même j'ai eu un bout on-off. Là, moi, j'étais quelqu'un qui suivait beaucoup de janvier à avril. Fait qu'on partait le temps fort. Ouais, c'est ça. On ouvrait ça au Wild Rumble, puis après ça, après avril, ben là, c'est le gros rush de job qui embarquait. Fait que c'était comme le bout que j'ai suivi. Mais tu sais, j'ai suivi beaucoup les années, tu sais, juste avant The Shield. Là. Fait que, tu sais, la période... mettons, je te dirais 2005 à 2010, là, gros. John Cena qui est poussé beaucoup trop et tout ça. Là. Ouais, Cena Orton, les débuts de Punk, ouais. Oui, les Nexus avec The Corp, ces affaires-là. Tout ce gang-là, ça, je l'ai vu. J'avais été voir à Montréal Breaking Point, le pay-per-view, qui était juste des soumissions. Parce que là, Undertaker pouvait plus faire son espèce de triangle avec ses jambes, là, parce que il y avait Undertaker faisait une soumission que le monde crachait du sang quand il faisait. Fait que là, ça c'était banni parce que Punk ne pouvait pas le faire faire. Fait que là, c'était comme entre les deux. Puis là, DX qui était revenu pour péter. Ça, c'était le fun. Moi, j'étais là, ils sont battus dans la foule, ils sont battus très proche de moi à ce pay-per-view-là. Puis il était rentré avec un tank, il me semble. Ouais, il était rentré sur un tank. C'était quand même une nice entrée. En fait, c'est mon souvenir le plus beau de ce pay-per-view-là, que j'avais trouvé quand même mid un peu. Parce que le match Punk-Taker, si je me souviens bien, ils ont refait la scrap de faire un Montreal Screwjob. Puis moi, à chaque fois que j'étais à Montréal et qu'ils finissent une histoire avec un Montreal Screwjob, ça me gosse beaucoup. Mais comment t'as passé à ce pay-per-view-là? En général, moi, j'étais sur le parterre. Fait que l'ambiance, c'est vraiment le fun, mais maudit que tu vois pas bien. Ouais, c'est ça. L'idée, on s'est amusé pour y aller, mais le meilleur souvenir que j'ai de Breaking Point, c'est si tu veux savoir c'est quoi le bruit que ça fait une boîte à lunch saïle de quelqu'un. Shawn Michaels a mangé une boîte à lunch de constructeur, les grosses carrées. En métal. Là, pas en métal, en gros plastique. En gros plastique, ok. Ben, c'est ça. Ce qui a mis dans le corps de Shawn Michaels, c'est une boîte à lunch direct dans le mâchoire. Ben, tu parles de Shawn Michaels. Souvent, Shawn Michaels va être le lutteur préféré de bien des gens. C'est qui ton lutteur préféré overall, de tous les temps, ton lutteur préféré? Et présentement, ce serait qui ton lutteur préféré qui est actif là? Ouais, ben, overall, pour de vrai, moi, c'est Mick Foley, là, honnêtement. Okay. Le gars, tous ses personnages, tout le kit, il est tout le temps willing, là, ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens, là, juste pour le show. Puis,
Tu sais, mettons, je l'ai déjà entendu en entrevue, puis tu sais, son personnage de Cactus Jack, puis il était comme, ouais, mais tu sais, si on t'engage, il va falloir que tu perdes, puis il est comme, man, c'est ça, je fais le mieux, perdre des matchs. Tu sais, c'était ça sa gimmick de Cactus Jack, là, puis t'es comme, voyons, là. Puis, tu sais, ça, il est tout le temps hardcore. Fait que, non, Mick Foley, puis je t'avais envoyé une photo, Pierre, je pense que tu pourrais le faire, au Comic-Con de 2013, j'avais été le rencontrer avant qu'il fasse son show d'humour. Ouais. Fait que, il prenait des photos. Puis son show d'humour, c'est juste qu'il décortique minute par minute le match qu'il a fait avec Undertaker, là, qui est tombé en bas de la... Mais, moi, je pense Mick, c'est le meilleur humoriste lutteur que j'ai vu. Ouais. Les autres, ben, Dolph, il est pas pire aussi, mais... Tu sais, tous les autres qui ont essayé de faire de l'humour, là, je trouve tout le temps que c'est pas vraiment de l'humour. Là. Ça fait paraître une promo un peu comique. Là. Ben, tu sais, mettons Taker, là, ça faisait très pitié, là, ton show d'humour. Ouais, j'ai eu que des mauvais commentaires là, de son One Dead. Mais Mick, on dirait... C'est ça, Mick, on dirait qu'il est pas très... Il est plus dans l'anecdote. Il est plus genre Jean-Marc Parent quand il raconte. Fait puis il y a un gros charisme, Mick, aussi. Là. Je sais pas si tu l'as vu en show d'humour, toi, Phil. Moi, je l'ai vu 2 fois. Mais une fois au Comic-Con, le premier coup, c'était excellent. Ouais. Je l'ai revu au-dessus du café Cléopâtre il y a 2 ans. Et tu vois que ça... Ouais, exact. Puis là, tu vois que ça commence à drop un peu. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il raconte des anecdotes avec Jake the Snake Robert, puis des espèces d'affaires comme des histoires de fous. Mais non, c'est cool. Cool. Puis ton lutteur préféré présentement? Qui présentement, tu fais comme ouais, ça peut changer, ça change tout le temps, là, mais t'es présentement qui tu fais comme wow? Ouais, ben, il lutte encore, mais tu sais, il est rendu vraiment plus underground, où je pense qu'il est à la Ring of Honor, là. C'est juste que Johnny TV, moi... John Morrison, ouais. Ouais, exact. In-ring performance, j'aime pas son personnage, ou en tout cas, je trouve que ça cherche un peu, là, mais Andrade, là... Ouais. Son set move, là, tout, là... Ouais. C'est assez impressionnant. Cool, ben merci Phil. Ça sera tout. Non, c'est pas vrai. Phil qui reste avec nous pour l'épisode au grand complet. Mais sinon, Max, toi de ton côté, qu'est-ce qui se passe de bon? Qu'est-ce qui s'est passé de bon cette semaine? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est pour toi? Là? Écoute, la semaine en général, assez orientée vers le travail de jour. Fait que, vous savez, avec nos horaires, tout ça, pourquoi on enregistre les week-ends puis on en fait 2 le même week-end. C'est sûr que, idéalement, si un jour... on serait capable de vivre de ce podcast, hein, ça appartient qu'à vous ça. On ferait ça plus tight, puis après chaque spectacle, on ferait probablement un retour. Mais maintenant, on peut pas. Fait qu'on a des jobs de jour. Et en ce moment, je suis dans mon gros rush de job de jour. Je travaille pour la fondation Jeunes en tête, donc on vient en aide, sensibilise les jeunes à avoir une bonne santé mentale. Et moi, je fais des événements de financement pour ramasser des sous. Et l'événement que je chapeaute, que je suis chargé de projet, est dans quelques jours. Et le 10 juin prochain. Fait que si jamais ça vous tente, il y a un encamp en ligne qui est ouvert à tous et à toutes. Fait qu'on va mettre le lien dans la description de l'épisode. C'est que c'est ouvert jusqu'au lundi, évidemment, 10 juin. Il y a quelques prix, le fun. Il n'y a pas des prix tant de lutte, mais il y a quelques prix, le fun, qui varient de différents niveaux de poche. Là. On s'entend, c'est des événements qui s'adressent à une clientèle quand même qui ont beaucoup de sous. Mais il y en a aussi dans l'encan que ça peut rejoindre un peu tout le monde. Fait que c'est ça. J'organise un tournoi de golf. Fait que je suis pas mal là-dedans en ce moment. Je travaille beaucoup, là, fait que là, on va terminer le podcast, on va aller travailler, parce que c'est ça, on est le week-end, mais il faut que je travaille encore. Et sinon, ben on se prépare tranquillement pas vite à notre spectacle d'humour, hein, Phil en a parlé, mais l'humour, la lutte, ça peut être partout, puis ça peut être même dans des spectacles d'humour. Ouais. Minifest Mania, qu'on fait, moi et Pierre, lors du vendredi le 14 juin prochain. Achetez vos billets, sont en dessous dans les commentaires. Tu travailles aussi, Pierre? Comment? C'est là-dessus que tu travailles toi aussi en ce moment? Oui. Écoute, c'est pas mal là-dessus que j'ai bizarrement, là, parce que pour les humoristes, on a un peu comme un genre de fin de saison où il y a comme un peu moins de shows qui s'en viennent, mais des fois, il peut y avoir des shows un peu spéciaux qui s'en viennent. Fait que oui, je travaille sur le Minifest. Là, on va animer, moi et Maxime. On va avoir une belle histoire qui va être racontée tout au long du show. Si vous venez voir le show Minifest Mania le vendredi à 7h30, le 14 juin, à l'adversaire dans Schlag directement à Montréal. Vous allez voir un beau début, une belle trame narrative tout le long et une belle fin digne de n'importe quel bon show de lutte. Fait que venez voir ça. Puis je travaille sur d'autres shows aussi, hein.
En parallèle, bizarrement, il y a des shows thématiques qui sortent de nulle part. Un show thématique Star Wars, un show thématique Harry Potter que je vais aller faire à Québec aussi. Donc, je vous reviendrai avec les dates là, un peu plus tard. J'ai pas ça sous la main parce que ça vient de me popper là. Mais bizarrement, il y a des shows qui se rajoutent où je dois écrire du stock. Je peux pas juste faire « Hey, je vais aller dire les mêmes jokes que je dis depuis les derniers 3 mois qui sont rodés. » Non, faut écrire des nouvelles jokes. Fait que on n'arrête pas d'écrire. C'est ça notre job aussi. Être humoriste, être podcaster, ça a l'air, et préparer des événements comme Max le fait. Fait que, sinon, le public aussi, vous êtes une gang d'occupés. Vous nous écrivez. Hey. C'est le fun. Vous écrivez des... Puis il y a plein de nouvelles personnes. Fait que là, je sais pas, ça nous aide vraiment. Ça l'aide l'algorithme. Ça l'aide à faire connaître ce qu'on fait. Puis ça dit à l'algorithme, hey, eux autres, ils font une bonne job. Fait que propose-le à d'autres gens. Yes. Et plein de nouveaux noms qui viennent. Ouais, comme King Murdoch. King Murdoch, ouais. Qui dit que lui, il aimerait bien qu'on utilise plus Lee Moriarty plus souvent. Hein, parce que il aimerait ça que, tu sais, il trouve qu'il y a un talent qui devrait être un peu plus mis dans le main event. Hein, pourquoi pas un title shot pour la FTW pour le monde, for the world présentement, détenu par Chris Jericho. Ben effectivement, les Murdoch, on pourrait mieux utiliser les Moriarty. Puis tout le clan au complet, moi je les aime bien quand même. Ouais. Je trouve qu'ils sortent des bons matchs à la All Elite Wrestling. Oui, vraiment. Vraiment. C'est avec Shane Taylor, ça. Avec, Yeah. fait que oui, je suis bien d'accord avec le roi Murdoch. Ça, c'est en lien avec la chronique que tu as fait, donc Push Perry, changement de gimmick, où on parlait des deux Adam et MJF là, de la All Elite. Fait que lui, il fait comme ben, Lee Moriarty, pourquoi pas, pour avoir un push, ça serait très pertinent. Et notre fidèle Pierre-Paul, qui dit un commentaire qui est juste content, je pense, comme tout le monde. Le King de la All Elite et Back Baby. Ça fait tellement du bien de revoir MJF, honnêtement. Ben, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, de voir MJF dans nos télés. Ça fait du bien. Ça fait... Est-ce que, Phil, t'as vu la promo que MJF a fait à son retour à Double or Nothing? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, je l'ai écouté suite à vos recommandations de sommelier, évidemment. Ouais. Puis, ben oui, ben c'était quand même intéressant. Mais tu sais, j'ai pas tant suivi la montée de MJF, là, tu sais. J'ai vu mes chums arriver avec des foulards à un moment donné, j'ai fait « Ah, okay. » C'est sûr que je me suis intéressé un peu au personnage, mais c'est cool, on va voir qu'est-ce que ça donne aussi. Là. Mais là, surtout le retour. Je pense il va donner un peu comme Randy Orton, un peu, là. Tu sais, peu importe ce que tu fais, que tu sois bad ou gentil, tout le monde t'aime pareil. Là, Ouais, mais il y a un peu un aura. C'est ça, il y a un peu un aura. Écoute, c'est difficile à comparer, mais il est très méchant, mais aimé. Fait qu'un peu à la Stone Cold. Tu sais, la dernière fois, on dirait que j'ai comme un personnage clair qui était autant détesté, mais apprécié du public. C'est Stone Cold. Il pouvait tricher, puis s'en sortir pareil, tu sais. Exact. Très bon micro également. Fait que tu sais, un peu Guerrero également était ça. Mais je pense que Stone Cold et MJF sont meilleurs au micro que ce que Eddie était. Mais ouais, c'est ça. Il y a comme une aura qui est comme... Même quand il est méchant, on l'aime. Puis on aime le détester aussi. Ce qui est pas non plus... Il y avait Edge qui était là-dedans aussi, qu'on aimait qu'il soit un personnage méchant. Fait quoi, gros. En tout cas, moi, je pense que ça va faire du bien à la All Elite. Ben oui, tout le monde est content. Je pense que tout le monde est d'accord avec toi, Pierre-Paul, là, que on est content de le voir là. On est content de son retour. Il reste à voir maintenant dans quelle storyline il va être placé et comment on va s'occuper de lui ou comment lui va s'occuper de lui, parce que juste lui qui est capable de s'occuper de lui-même. C'est ce qu'il disait dans sa promo. Sinon... Et là, première chronique de cet épisode. Un épisode spécial avec invité. Fait qu'on va faire un classique. Qui le fait mieux, Pierre? Dans la chronique, qui le fait mieux? Cette semaine, j'ai été avec quelque chose. Vu que là, c'est une chronique un peu dans les airs comme ça, on n'est pas vraiment collé sur l'actualité. Je ne me colle pas sur l'actualité non plus. Donc, qui le fait mieux? Le meilleur non-lutteur, mais qui a lutté quand même dans la WWE. J'ai été chercher 3 noms de 3 eras un peu différentes. Donc, premièrement, dans la chronique qui le fait mieux comme non-lutteur, j'ai Bad Bunny, j'ai Stephen Amell et Mr. T. Donc, 3 personnes non-lutteurs qui sont de 3 eras différentes. Surtout Mr. T, là, il vient de loin quand même. Mais 3 vedettes, 3 non-lutteurs, 3 personnes qui ont quand même lutté dans certaines limites de leur capacité, même s'ils étaient quand même bons. D'après vous, Phil, d'après toi, qui le fait mieux? Bad Bunny, Stephen Amell ou Mr. T?
Moi, je pense que... Non, je sais, c'est pas facile, mais je pense que je vais aller avec Bad Bunny. Ouais. Parce que, honnêtement, tu sais, moi, je connaissais pas le chanteur avant non plus, mais tu sais, apprendre qu'il n'y a pas un background, tu sais, comme The 30, tu sais, il a quand même fait... il a-tu fait de la boxe avant ou... Même pas, je pense même pas. Non. Fait que c'est ça, je connais pas, tu sais, grand-chose aussi, tu sais, il était là pour le show, là, dans le temps qu'il était dans les... dans son prime, là, pendant qu'il faisait son émission de télé. Mais non, moi, c'est vraiment Bad Bunny, là, surtout le match qu'il y a eu avec Danny Priest à Porto Rico. Là. Ah, c'était fou. Ouais. Vraiment. Mais... Puis, ok, ouais, Bad Bunny. Puis toi, Maxime? Ben moi aussi, je vais aller avec Bad Bunny. Tu sais, des noms, je pense, le premier qui a un peu pavé la voie à Bad Bunny, c'est Stephen Amell, qui a fait un peu un bon ami de Cody Rhodes, qui a fait un peu de trucs entourant Stardust. Bon, c'est peut-être une période un peu noire de l'entièreté de la carrière de Cody, mais c'était la première fois, ou une des premières fois, que je voyais une célébrité qui venait faire un match de célébrité. Puis qui était bon. Respecter c'est ça. Le produit, respecter ce que c'était, puis que c'était pas juste genre une joke ou un side truc qu'on vient juste vendre une série ou un film. Non, il avait respecté ça, il s'est entraîné beaucoup. Par la suite, il a également fait une série qui tournait autour de la lutte avec Hill, qui est dans Hill. Oui, c'est ça, oui, il était là. Puis ensuite, Bad Bunny est arrivé. Et là, Bad Bunny, man, il a mis les attentes de manière ben trop élevée. Là, les spots qu'il était capable de faire, le niveau in-ring qu'il était capable de faire pour quelqu'un que c'est pas ça sa carrière. J'ai pas le choix de le mettre en première position parce que il sortait des DDT. Ça a mis la base pour Logan Paul. Paul. Ouais, mais c'est ce que je voulais dire. C'est fou de penser que dans cette liste-là de meilleurs non-lutteurs, on ne met même pas Logan Paul. Parce qu'il est rendu lutteur. C'est ça. Il a comme pris l'autre step qu'on peut même plus le mettre comme une célébrité. Il est vraiment rendu lutteur. Fait que, je pense que ce serait lui qui aurait la palme. Oui. Mais il est tellement rendu bon qu'il est lui-même rendu lutteur. Il est engagé. Il a un contrat de WWE. Mais si on reste juste célébrité, je dirais Bad Bunny parce que il y a eu un petit... Là, j'essaie de chercher des filles qui ont bien performé au niveau célébrité. Je pense quand même, c'est un peu, mais de Jersey Shore, c'était qui? Snooki a eu un mini-match qui était pas si pire. Je me souviens qu'à l'époque, quand je l'avais écouté, j'ai fait « Oh, c'est une des bonnes que... » Je pense qu'il avait un background quand même en gymnastique ou en cheerleading, ce qui a permis de faire quelques bons coups. Bon, évidemment, on s'entend à l'époque, on n'avait pas encore eu un Stephen Amell, un Bad Bunny, fait qu'on était juste comme « Oh, quelqu'un qui est capable d'enchaîner 2-3 mouvements, on était impressionnés. » Sinon, autre que ça, Mr. T, tu sais, c'est comme différent parce que c'était vraiment populaire. Tu sais, c'était comme plus dans l'air de Hulk Hogan. Fait il s'est quand même donné beaucoup. Tu sais, rendu là, je mettrais quasiment Cyndi Lauper également, qui était pas lutteuse, mais qui a servi à mettre. Qui était accompagné. C'est WrestleMania 1, c'est le début de quelque chose d'énorme. Des petites interventions. Fait que, tu sais, Cyndi Lauper, je trouve, elle s'est également donnée. Jon Stewart, mais lui, il était plus en comédie, mais bien aimé. Il est un grand fan de lutte également. Et évidemment, Andy Kaufman, qui lui, man, a fait... je sais pas comment l'expliquer, mais Jerry Lawler, sa feud avec Jerry Lawler, c'était quand même quelque chose. Évidemment, on n'est pas au niveau in-ring, mais c'était également quelqu'un qui respectait le produit et comprenait qu'il fallait que je sois détesté par le public parce que je suis pas un lutteur. Fait que, moi, ça serait d'autres noms que je mettrais dans ce bassin qui le fait mieux. Andy Kaufman, c'est un très bon pick, j'avais pas pensé. Andy Kaufman, mais c'est vrai que lui, il a réussi complètement là, à le flou, là, il aimait ça. Il aimait ça dans tout. Dans toute sa carrière, ou tout son modus operandi, c'était de jouer avec cette ligne-là. Donc, ça fitait extrêmement bien avec la lutte. Moi aussi, je vais y aller avec Bad Bunny. Je pense qu'il il a juste pété la barre complètement. Il a enlevé la barre et il a fait comme, regarde, ça va être ça maintenant, la base. C'est plus une base, c'est une base, c'est ça. Si vous voulez faire mieux, si vous voulez le faire, faites-le mieux que ça. T'as parlé de... T'as parlé de... Bon, j'ai oublié le nom dans les choix que t'as nommés, tous les noms que t'as nommés. Jon Stewart, exactement, Jon Stewart. Et ça fait un lien avec la prochaine chronique de Max Perriand, parce que Jon Stewart a été très critique au niveau de cet homme-là pendant toute pas mal grosse partie de sa carrière. Tu parles de quoi comme deuxième chronique? C'est une belle entrée en matière parce que c'est là qu'on voit que la lutte, ça peut... Bizarrement, les gens, je pense dans le mainstream, associent beaucoup la lutte à la droite républicaine, à des gens qui ont peut-être
une vision, c'est ça, je sais pas comment dire, mais c'est une vision plus, pas progressive, mettons, de la société. Alors que beaucoup de gens, je pense, tout le monde ici autour de la table, là, on est tous des gens beaucoup plus progressifs. Puis moi, ce que je vis dans la vie de tous les jours, les gens qui aiment la lutte, c'est beaucoup plus des gens, je trouve, qui sont progressifs et qui comprennent un peu le deuxième degré de tout ça. Puis Jon Stewart, c'est un bon exemple. Andy Kaufman, c'est des bons exemples de ça. Mais, bizarrement, aux États-Unis, j'ai l'impression que les gens de la gauche se laissent pas le faire, puis c'est plus la droite qui est mis. Et un représentant, ou le plus grand représentant de la droite présentement, on suit un peu l'actualité, mais il y a Donald Trump, qui, je sais pas si vous êtes content ou fâché. Bon, nous, je pense ici, on est tous contents, parce que quand t'es criminel, t'es criminel. Fait qu'il s'est fait enfin accusé et reconnu coupable de tous ses chefs d'accusation. C'est le premier président des États-Unis à être reconnu coupable au criminel, mais ce n'est vraiment pas le seul employé ou personne qui a été autour de la WWE à être reconnu coupable au criminel, parce que ça, la WWE, il y en a eu beaucoup de monde qui ont été reconnus coupables. Fait que j'essaie de faire une chronique un peu sur tout le run de Donald Trump à l'intérieur de la WWE, puis je le fais parce que je veux qu'on montre aux gens qu'il n'a pas été très bien accueilli dans l'entièreté un peu de ça. Même si c'est ce qu'on voulait nous vendre était qu'il était gentil puis il était aimé. Puis les memes qui ont sorti de ça, tu sais, le fameux meme qui vient frapper Vince puis qu'on mettait les médias, tout ça, puis ça a été repris pendant la campagne électorale, tout ça. Les gens vont associer ça à Trump, la lutte, tout ça. C'est un peu dans le même bateau, mais il n'a jamais été bien accueilli par la foule. Puis moi, c'est quelque chose qui me frustre un peu parce que c'est ça. C'est faire des raccourcis intellectuels, c'est y aller dans les stéréotypes alors que c'est pas vraiment le cas. Fait qu'on va remettre les points CI dans cette chronique-là. Fait qu'on va vous montrer c'était quoi Donald Trump à la WWE. Et vous allez voir, ça n'a pas été très bien pris, règle générale. D'abord, ça a commencé avec WrestleMania 4 ainsi que WrestleMania 5. À l'époque, Donald Trump avait un casino ou un Trump Plaza, un peu comme qu'il a. Fait qu'il a décidé d'accueillir WrestleMania à New Jersey, à Atlantic City, dans ces genres de casino. Fait que il était comme le host, si on veut, un des premiers hosts qu'il y a eu, où il accueillait chez lui, puis là, évidemment, il était ringside, on le voyait à l'écran, tout ça. Il était déjà à cette époque-là un peu dans son monde, de genre essayer de se créer, puis de faire un peu con artist, là, de se mettre plus fait grand. Il était déjà un peu connu du grand public. Oui, parce qu'à New York, il était comme... il était comme un peu quelqu'un qu'on voyait du monde des affaires, mais des gens qui connaissent pas les affaires. Fait que les gens qui suivent pas, il a peut-être été ridiculisé par ses pairs. Un genre de mascotte, là. Un genre de mascotte, exactement, mais les gens qui étaient pas dans ces cercles-là pensaient qu'il était quelqu'un, effectivement, qui était prolifique en business, tout ça, mais ça n'a jamais été le cas, puis ces deux trucs-là ont fait faillite, d'ailleurs. Là. Beaucoup de ces casinos ont fait faillite, et beaucoup de ces choses, en général, ont fait faillite dans ce là. Puis la manière qu'il faisait pour vendre ça, un peu comme qu'il a fait après, plus tard, c'est tout le temps faire à croire aux gens. Fait qu'il décide de prendre WrestleMania 4 et 5 parce qu'il voit la montée de la popularité, surtout après WrestleMania 3, puis il se dit « Hey, ça me tenterait d'être collé à cette popularité-là. » C'est un très bon ami de Vince McMahon. Donc là, évidemment, là, on parle de gens qui devraient être cancel, qui sont cancel. Moi, ma position sur le fait d'être cancel, c'est pas tant de les canceller, puis plus d'en parler, puis de dire pourquoi c'est des mardes, ces gens-là. Fait que c'est pour ça qu'on décide de faire cette chronique-là aussi. Ouais. Fait que il se fait une belle passe à palette à Vince. Vince, il fait une pause. Tu vas avoir WrestleMania 4, WrestleMania 5. Des WrestleMania un peu pas vraiment bien accueillis par les gens. Le plus long WrestleMania, 16 matchs, mon gars, WrestleMania 4. Il y avait un tournoi dans ce WrestleMania-là où fallait tu te battre 4 fois pour te rendre en finale. Randy Savage finit par gagner la ceinture, être vacante, fait qu'ils ont fait un tournoi. Mais tu sais, un WrestleMania mal fait. Il était moins long également, fait que ils ont rentré genre 16 matchs en 4 heures. C'était n'importe quoi, c'était du beatdown, ça durait 5 minutes. Pas un très bon WrestleMania. WrestleMania 5 également mal accueilli, 14 matchs ce coup-là. Je sais pas si c'était une volonté de Trump ou s'il y avait son mot à dire sur la carte, mais clairement c'était un peu mal fait, puis ça servait plus à mousser le côté popularité, essayer d'atteindre le mainstream plutôt que plaire aux fans de lutte. Fait que c'est deux WrestleMania qui n'ont pas été très bien accueillis par la critique, par les gens qui suivaient ça pour vrai, parce que c'était plus c'était plus un shit show puis un genre de truc où on met plein de vedettes, mais on se fout un peu des workers puis des gens qui aiment la lutte puis que c'est ça leur travail puis leur art. Fait que, bref, un peu ça. Ensuite, on fait un bond jusqu'en 2004. Fait que là, WrestleMania 4-5, début 90, fin 80. 2004, il fait son show The Apprentice où, carrément, il vole un peu
le personnage de Vince McMahon, où Vince, il permet de donner, mais dans cette télé-réalité-là, il est comme un boss, puis pour renvoyer les gens, il dit « You're fired », la même catchphrase que Vince avait popularisé à la fin des années 90 dans son propre personnage. Fait qu'il recycle un peu ce que son bon ami il fait. C'est une formule qui marche. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à le connaître à travers cette télé-réalité-là. Bon, c'est un peu de la merde tant qu'à moi, les télé-réalités en général. Puis The Apprentice, bon, c'est une télé-réalité vraiment de la merde tant qu'à moi. Mais les gens aimaient ça quand même. Si jamais vous aimez ça, dites-le en commentaire. Moi, pas été mon plus truc. Dans le même moment... C'est dans l'ascension des téléréalités où on garochait des affaires sur le mur puis on regardait ce qui collait. Puis ça, ben, exactement. Tu sais pas pourquoi ça a collé, puis ça t'a fait quand même plusieurs saisons après ça. Là. Puis pour vrai, il y a toujours une volonté, le Trump, de se mettre populaire à travers des trucs. T'sais, il a fait un caméo dans Home Alone, dans des trucs comme ça. Ouais. Tout ce qui essaie, tout ce qui marchait, essayait de le prendre. Fait que ça a été sa manière de se construire à travers toute sa carrière. Malheureusement, ça a fonctionné. Le gars, il comprend bien les médias, il comprend bien la communication. Tu sais, moi, Phil aussi, là, je pense que on a les deux un background en communication. Fait que je me sens quand même à l'aise de parler de tout ça à travers un regard un peu plus expert, vu qu'on a fait des études dans ça. Puis en même temps, l'humour, c'est un peu ça, jaser avec du monde. Fait qu'on peut bien évaluer ce qu'il fait. Il fait, en tout cas, il le faisait pas bien, je trouve, à cette époque-là. On y reviendra plus tard, en 2016, là, lors de sa présidence. Là, je pense qu'il l'a mieux intégré. Mais dans ces années-là, c'était un peu n'importe quoi. Il essayait d'être gentil, mais il l'était pas. Fait que bref. WrestleMania 20, il a fait il est comme encore ringside. Il fait une entrevue, ça un peu drôle quand même. Une entrevue dans Fall avec Ventura, qui lui aussi était en politique. Puis bref, c'était un peu bizarre parce que Ventura voulait se lancer à la présidence en 2008. Fait qu'il fait un call en disant c'est le temps qu'il y ait un wrestler à la Maison Blanche, mais il parlait de lui-même pendant l'entrevue avec Donald Trump. Mais finalement, ça a été plus Donald Trump qui s'est rendu à la Maison Blanche. Mais un peu l'ironie de ça. Fait que la dernière fois à WrestleMania, on l'a vu dans la ringside. En 2007, il revient et là, c'est le gros run qu'on parle beaucoup. Fait que une espèce de genre comedy match entre une rivalité entre Vince McMahon puis Donald Trump, la bataille des millionnaires, Battle of the Billionaires. On met Trump le gentil et on met clairement Vince le méchant. Cependant, c'était un peu en même temps que la télé-réalité de Trump. Fait qu'en amont de ce match-là, on a ils font une espèce... Vince, il organise un comedy match entre un faux Donald Trump et une fausse Rosie O'Donnell, qui était une participante dans laquelle il y avait comme... Il se pognait un les deux. Fait que là, c'est deux lutteurs indie, là, locaux, en costume. Un costume de Trump, un costume d'une madame qui se pogne. Genre de segment de merde à la Vince, là. C'est dégueulasse. Tout le long du match, ça Puis ça, c'est comme pour mettre la table à cette future rivalité-là. Parce que là, Trump, il voit ça, vient, confronte Vince par la suite pour le provoquer dans un match, là. Puis là, Trump est mi-face, mais tout le long qu'il arrive, il se fait huer. Fait que, les vidéos que vous allez peut-être voir sur YouTube, vous entendez peut-être pas les huer, mais quand tu l'écoutais live, là, les gens détestaient. Parce que ce qu'on nous présentait, on était comme vraiment, ils vont faire un match entre ces deux-là, ces deux vieux monsieur-là, qu'on s'en crisse un peu. Cependant, ils vont choisir chacun un représentant. Fait que du côté de Trump, il prend Bobby Lashley comme représentant, et du côté de Vince, il prend Umaga. Fait que ils prennent un gentil versus un méchant. Stone Cold, Steve Austin est mis dans cette rivalité-là pour essayer de mousser le truc. Il devient l'arbitre, genre invité du match. Ils font une signature de contrat. Évidemment, Vince pogne les bums parce que clairement, entre les deux, c'est le seul qui est capable d'avoir un mini truc de lutte. Mais tu sais, tout le long, tous ces segments-là sont accueillis avec des grosses huées parce qu'on est comme, vous prenez un 20 minutes de Raw pour builder ce match-là au lieu de builder Umaga contre Lashley pour vrai, au lieu que ça soit dans cette style de merde-là en courant Vince et Drum. Est-ce que, tu sais, ça n'a jamais été dit pourquoi c'était fait, mais t'sais, clairement, ça sonne comme si Trump il essaie d'être encore populaire, puis genre Vince c'est son ami, fait qu'il est comme parfait, on va te mettre de l'avant dans cette histoire-là, mais c'est vraiment très mal accueilli. L'enjeu de ce match-là, c'est la personne qui perd va se faire raser les cheveux. Bon, Trump est un peu reconnu pour sa chevelure de personne rousse, mais il a quand même des cheveux, même s'il est vieux. Fait que il y a comme ce match-là. Ouais, c'est ça. Il y a comme ce match-là qui se passe. Dans l'intérieur de ce match-là, c'est là que le meme est créé où Trump fonce sur Vince, il donne des petits coups, là, vraiment mal fait, là, même pas un beau bump, là, même pas des beaux coups, là, mais c'est super mal fait. Mais bon, ça a été repris après dans sa campagne électorale. C'est dans ce match-là, Phil?
Oui, on aurait dit un match dans un CHSLD, là. Tu sais, t'as juste Donald Trump qui, au ralenti, tu sais. Parce qu'en fait, c'est Vince qui a essayé d'interférer dans le match. Puis là, Donald Trump, il est fâché parce qu'il veut que son lutteur gagne. Fait qu'il fait le tour du ring, un peu à la Braun Strowman qui court, comme quand il fait son train, là. Braun Strowman qui court. Fait que là, il fait juste courir, puis là, il arrive, puis il fait une espèce de lariat, là. Tu sais, il fait une corde à linge, mais il tombe en même temps. Fait que là, je pense que les deux messieurs se brisent d'un coup. Il fait des petits coups comme ça quand il est sur Vince, là, genre. Mais bref, c'est vraiment comme pas très bien fait. Encore une fois, c'est accueilli avec beaucoup de huées, ce match-là. Lorsqu'il se passe, tu sais, on a essayé de mettre Stone Cold pour rajouter du star, tu sais, mais... Ouais, mais là, tu sais. sais... Ça ressemble très à Goldberg-Lesnar où on a mis tout, essayer de mettre Stone Cold pour essayer de sauver ce match-là qu'on savait avant le début du match que les deux s'en allaient de la WWE. Ouais. C'était un peu la même chose. On savait que ça allait être mal accueilli. On a essayé de mettre Stone Cold pour essayer de mettre du star power que les gens aiment ça. Plus ou moins marché. Cependant, c'est Lashley qui gagne ce match-là contre Umaga. Fait que Vince, faut qu'il se fasse raser. Fait que là, ils font ça live. C'est le seul mini segment qui est un peu apprécié parce que Vince... il sait vendre, fait que là, ce qu'il se fait raser les cheveux, il vend comme à la Vince, là. Super gros. Puis même Trump, dans ça, il vend mal, là, tu sais. Il est supposé être content, mais il est juste comme... il comprend pas, man, quoi faire dans un ring, de jouer plus gros, tout ça. Il essaie juste de rester comme cool ou de protéger son image de genre personne qui réussit en affaires, mais il va pas à 100% vraiment. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il a pas compris la lutte tout le long qu'il était dans la lutte, puis il l'a compris quand il a commencé à faire les trucs de lutte à l'extérieur. Ouais. Fait qu'on s'en fout un peu. Moi, pour vrai, ce match-là, je l'écoutais quand j'étais genre ado, puis j'étais comme, pourquoi qu'on me met ça dans WrestleMania? C'est n'importe quoi. J'ai détesté tout ça. Je m'en colissais vraiment, comme on dirait en québécois. Mm-hmm. En juin 2009, quelques années plus tard, on est en 2013, là, fait que... il y a McMahon... non, 2009. On est pas en 2013, parce que je dis juin 2009. McMahon revient. Un genre de mini storyline qui dure 2 semaines, pourrite. Vince y arrive, il se sent un peu piteux, puis il dit là, j'ai vendu la compagnie parce que quelqu'un m'a fait une trop grosse offre, puis tout ça, fait que j'ai pas le choix de la vendre. Fait que là, on apprend, là, tout le long du Raw, moi, ça va être qui est le nouveau propriétaire. Un peu comme on a fait avec WCW à l'époque. On essaie de créer un genre de segment semblable, mais là, version WWE, à qui Vince aurait vendu. Et finalement, on apprend dans le dernier segment que c'est Donald Trump qui a acheté la compagnie pour vrai. Ce qui est drôle, cependant, c'est que la WWE sort un communiqué pour vrai, pour essayer de vendre l'histoire. Et fait que là, les journalistes prennent ça, republient ça, et l'action de la WWE drop de 7% le lendemain quand ils ont su que Trump avait acheté Monday Night Raw, même si c'était juste dans une histoire. Fait que ça, c'est quand même drôle, parce que ça te montre à quel point, genre, dans la vraie vie, Trump était vraiment quelqu'un de pathétique, puis les gens ont fait « Ah, si c'est lui qui est rendu proprio, on est à titre, on vend tout. » on crisse notre camp de là, wow! Fait que la semaine suivante, bon, il revient, puis là, il est comme « Ah, Vince, il reveut la compagnie, puis là, Trump, il revend au double du prix qu'il l'a acheté. » Bon, une feud qui sert à rien, encore une fois, du temps télé perdu, on met de l'avant Trump pour au lieu de le mettre tout le long de tous ces segments-là, c'est hué. Il annonce même que ça va être un Raw sans commercial free, fait que sans publicité. La foule s'en crise, on s'en fout, man. Fait que bref, encore une fois, une storyline mal accueillie entourant Trump à la WWE. En 2013, évidemment, c'est son bon ami Vince, fait que Vince, il met Wall of Fame. Bizarrement, il mérite, entre guillemets, là je vais mettre dans le gros guillemets, le truc de Hall of Fame pour toutes les gens que vous avez énumérés. Dans la section vedette, là. Exact, dans la section célébrité, c'est quand même une des célébrités qui a été le plus marquante à l'intérieur de la WWE. Fait à la limite, fine, vous voulez faire une section célébrité, Trump était une des personnes qui était le plus souvent là. Mm-hmm. Cependant, lorsqu'on l'annonce, lors de son speech, lors de tout, il se fait huer tout le long. Trump la joue à la Trump, comme si ça existait pas. Il dit que c'est lui le meilleur, nanana. Là, on commence à avoir des brides de ce qu'on va voir à la présidence 2016. Mais encore une fois, il est très dans... C'est moi qui ai été le... Il parle encore. C'est moi qui ai le meilleur WrestleMania ever, même si c'est pas... Il est très dans sa rhétorique qu'il fait plus tard lorsqu'il tombe dans la présidence. Tombe dans la course à la campagne de présidence, qui au final, même des documentaires qui ont été sortis, Trump a fait ça pour faire de la pub. Là. Il s'attendait pas à gagner. Puis même, il gagne en 2016. Et là, dans sa campagne, c'est là qu'il sort toutes les skills, on dirait, qu'il a appris de son ami Vince et de toutes ses années passées à la WWE. Et il fait une campagne très promo de WWE, où il demande aux gens de faire des chants,
Très basic aussi. Il ment constamment, puis c'est pas grave parce que moi, ce que je dis, ben les gens vont le croire, puis même si la majorité des gens vont pas le croire. Fait qu'il fait dire plein de mensonges. Et c'est là qu'on voit l'arme un peu de destruction massive côté médiatique que Trump a fait. A été le blueprint de tout ça, c'est Vince qui l'a créé avec la WWE parce qu'il a juste appliqué ce que la WWE a fait dans ses promos. Fait que, c'est John Cena ou Roman Reigns ou tous les gens qu'on a eu quand ils étaient des gentils. Mais si tu fais juste les ignorer puis continuer de vendre les gens comme s'ils étaient des gentils, ben c'est toi qui écris l'histoire, même si l'histoire c'est pas le vrai truc. Puis tu continues de vendre les trucs. Fait que Trump a fait la même chose, mais dans la vraie vie, ce qui est très dangereux quand même à faire. Et malheureusement, ça l'a. Les gens ont voté pour lui, puis il a été élu à cause de ça. Bref, ça a fait un 4 ans. Lors de son 4 ans, évidemment, comme Vince McMahon, c'est son bon ami, ben il place la femme de Vince McMahon dans des grands même postes importants à l'intérieur de la hiérarchie de la Maison-Blanche. Bon, il a tous ses amis, il les a placés, là, Trump, lors de sa présidence. Et malheureusement, tout ce qu'on se rappelle, c'est que dans le mainstream, c'est que Trump est associé à la WWE, que même si Vince, oui, c'est vrai que dans la vraie vie, c'est son bon ami, la crowd, la foule qui aime la lutte a jamais apprécié Trump. Je pense qu'il y a quand même une bonne partie de la foule, même s'il est capable de reconnaître ce que Vince a fait. Beaucoup de gens, on est très critiques de ce que Vince est comme humain. Fait que bref, c'est un peu ça, un peu leur remettre les barres CT, les points CI. Je pense que dans les gens qui écoutent la lutte, on haït un peu Trump, mais malheureusement, on pense, ou ce qui est mis dans les médias, c'est que on l'aimerait, mais on l'a jamais aimé à aucun moment. Fait que c'est ça, un peu mon analyse communication / comment ça a été ces runs de Donald Trump. Dites-nous-le en commentaire, tu sais, là, évidemment, si vous aimez Trump, ben, on va peut-être vraiment pas s'entendre et vous désabonnerez, mais ça sera ça. Mais, qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a fait plus de mal que de bien à la lutte. Je suis d'accord. Toutes ses règnes, toutes ses runs n'ont pas été très marquantes, puis ils ont juste enlevé du temps de télé à des lutteurs qui auraient fait des bons matchs. Puis c'était dans le but de mousser une espèce de con artist qui essaie de devenir quelqu'un. Moi, ce que j'aurais aimé voir, ce qui aurait été cool, c'est vraiment qu'un juge de la Cour suprême arrive et on OK, là, il y en a qui disent que l'élection a été truquée, tout. Fait qu'on va régler ça. La présidence des États-Unis dans un match d'échelle, Donald Trump comme Joe Biden. Ah ouais. Ben, pas vrai, tu sais, c'est le genre de truc qui pourrait spinner puis qu'une partie de son électorat ferait comme yes sir, si on fait ça, mais. Oui. Il y a du monde qui suivrait, là, c'est sûr. Fait que, bref, tout ça, le monstre qui est Donald Trump a, d'après moi, fortement été inspiré et créé grâce à son bon ami Vince McMahon. Ouais. Fait que, si vous haïssez Trump, haïssez Vince parce que c'est un peu lui qui a mis le plan de Trump, c'est lui qui l'a exécuté en premier. C'est là que tu vois un peu tout le génie, j'ai l'impression. Le génie, ça peut être un génie machiavélique, là, ça peut être un mauvais génie. Ah, mais c'est quelqu'un qui comprend bien les communications, Vince McMahon, puis qui a donné ces trucs-là à Trump. Il a été capable de bien marketer tout ça, et c'est ce qui nous apporte, et c'est un super beau segue que je fais là. Côté marketing, c'est être capable de bien enrober et bien vendre des produits qui sont à l'effigie de la lutte. Puis Phil, c'est de ça que tu viens nous parler. Des produits dérivés de lutte, et c'est précisément des jeux de société que toi tu joues, que t'aimes, qui sont basés sur la lutte. Je te laisse aller, présente-nous ça. Ouais, alors rapidement, juste mettre en contexte, professionnellement, je suis un technicien à loisir et la lutte, tu sais, je trouve que ça peut s'appliquer partout. C'est l'été qui s'en vient, on va voir tout le monde des vacances, du temps libre. Alors, comment amener sa lutte? Je sais qu'on a déjà eu la chronique sur les jeux vidéo et la lutte. Ouais. Aussi, la lutte, moi, comme je disais, ça peut s'imbriquer partout. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui 3 jeux basés sur la lutte qui sont encore en vente. J'ai validé. Okay? Il y en a quelques-uns qui ont quelques copies. Ça se trouve beaucoup aux États-Unis, il y en a sur des sites francophones, des fois Amazon, ok, fait que ça se voit. Fait que inquiétez-vous pas, je vous présente pas des affaires que c'est impossible à acheter là, pour dire comme vous êtes 15 ans trop tard. C'est clair aussi. Je tiens à dire aussi que j'ai pas basé les jeux de société que j'ai choisis. Je n'ai pas pris des jeux comme Monopoly Lutte. Il faut que tu achètes tes lutteurs ou le clou de la lutte, ok? Ça existe? Sûrement, genre, par un instincteur, une chaise, puis là, le backstage, c'est comme la table des Undertaker dans la chambre avec la urne. Pour de vrai, quand on va au niveau de la lutte, ça peut aller loin, tout ce qu'on peut trouver. Fait que j'ai 3 jeux pour vous aujourd'hui. Nice.
Parfait. Fait qu'on on va y aller avec le premier jeu. Voilà, il est ici. Fait qu'on va peut-être le discuter. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Luchador. Voilà aussi, de New Wrestling Dice. Ils ont fait une nouvelle version. Je pourrais envoyer les photos à Pierre. Tu peux les mettre. Ça s'appelle Lucha Wars. Ils l'ont mis à jour. Ils ont comme updaté un peu le design pour ajouter des choses. Mais le jeu, comment ça fonctionne, c'est super simple. C'est que tu as, je vais l'amener ici, un ring de lutte. Ah, ben. OK. Ça, c'est genre la board. Oui, le board, c'est ton ring de lutte. Fait que sur ton ring de lutte, attends, si vous êtes à l'audio, là, prenez le temps de venir nous voir sur YouTube, juste pour ce segment-là. Il y a les timestamps. Cliquez sur juste le segment de la chronique Jeux Société à fil pour voir les bonhommes. C'est incroyable. Venez voir ça. Alors, tu as des standees, des lutteurs ici. Alors, on a une protagoniste ici contre un autre ici. Okay? Il y en a à peu près une dizaine. Alors, ils vont être sur le ring. Fait que là, je vais... Est-ce qu'ils ont des pouvoirs spéciaux ou c'est seulement... il y en a qui vont avoir des pouvoirs spéciaux. OK. Fait que là, ils vont être sur le ring comme ça. Tu les mets debout. Et le but du jeu, voilà, c'est très simple, c'est que tu prends des dés que tu vas lancer sur le ring. Et après ça, les dés qui restent sur le ring, c'est les dés qui vont être utilisés. Okay? Fait que tout le monde en même temps lance ses dés. Fait que là, il faut faire attention parce que si tes dés, quand t'es pitch, ils revolent l'autre bord pour faire tomber les bonhommes. Fait que ça devient un peu la partie chaotique. Et fait que les dés Lego sont les dés qui sont dans le. Qui restent sont sur le ring entre les quatre cordes, comme dans la vraie lutte. Comme dans la vraie lutte, OK? Wow! Fait que les dés qui sont là-dessus. Après ça, quand t'es deux, ben c'est facile, tu fais mes dés contre tes dés. Mais quand t'es plusieurs joueurs, tu piges un token, savoir qui joue en premier. Fait que là, t'as des dés pour bloquer les attaques, des dés pour faire des reverse, des dés pour attaquer. Et ce que ça va te permettre de faire, c'est que, mettons, exemple, t'as un dé ici, mettons que ça s'appelle des hits. OK? Soit ça te permet de lancer le dé de combat après. Mais si tant qu'il veut le plus bien, tu peux lancer le dé pour essayer de faire ton finish. OK. Mais là, ton finish fait plus mal, mais tu as des chances de le rater. Fait que c'est comme... Fait que ça tombe un peu en mode tour par tour, si je comprends bien. Une fois que tu décides qui est premier, puis ensuite tout le monde, le nombre de dés qu'ils ont, les utilise pour attaquer les autres ou pas. Oui, c'est ça, exact. Tu essaies de placer ton finish, genre. Ouais, exact. Fait que le but, puis là, chaque personnage a de la vie. Quand t'es assez magané, les autres peuvent tenter un pin sur toi. OK. Là, avec le dé des pins, qui est le dé jaune ici. Fait que quand tu réussis à faire un pin, ben là, l'autre personne, il faut qu'il soit capable de lancer 4 blocs avec ses dés, mais en 3 tours, comme le 1, 2, 3. Okay. Ah, mon Dieu, c'est bon. Puis, fait que c'est vraiment... c'est vraiment ça le but. Fait que tu pitches les dés, tu y vas. C'est très aléatoire. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Tu as la version... Attends une minute, je vais sortir une carte. Mais j'adore ça parce que c'est comme un peu déconstruire les codes de la lutte qu'on connaît tous quand on est amateur de lutte, ou même quand on l'est pas nécessairement, on comprend un peu toutes ces bases-là dues à une connaissance mainstream ou peu importe, puis on les applique comme à ça précisément dans les dés, puis je trouve ça vraiment, comme c'est très très bien pensé. Comme même si t'es pas amateur de lutte, j'ai l'impression que ça peut quand même bien se jouer. T'as un petit challenge pareil où, oui, t'as pas de stratégie. Quelqu'un qui va jouer au Colon de Catan va peut-être pas aimer ce genre de jeu-là parce que t'as pas de stratégie précise à être capable de collecter X ou Y ou être capable de faire des moves. Mais le côté lutte de dés, je trouve ça quand même très, 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 très plaisant, très pertinent. Là. Avoir des connaissances de lutte dans ce jeu-là augmente ton plaisir, mais ne t'empêche pas de jouer si t'en as pas, là. Yep. Fait que là, chaque personnage a une carte comme ça. Et là, je sais pas si on voit bien. Les points de vie, ouais. Je sais pas les points de vie, c'est juste tes finish, mettons. OK. Fait que, mettons, Lady Kabuki, là, elle peut faire un Bamboo Block, un Banzai Bomb ou un Queen of Tokyo. Fait que là, c'est sûr que Queen of Tokyo, c'est le finisher. Queen of Tokyo, c'est le finisher, puis c'est juste comme... Un autre finisher, ça. Ben oui. Oui, puis c'est juste pour la description. Puis quand tu disais, mettons exemple, là, je l'ai ici, il y a la version, mettons, ça c'est la version de base, puis là, tu as une version plus avancée, mettons, si tu es vraiment tendre. Fait que, mettons, exemple... grosse description. Ah, ben, quand elle bloque, elle peut compter en même temps, ses coups de chaise sont un peu plus mal. Fait que, tu sais, c'est des petites affaires. Honnêtement... il y a quand même un côté, excuse-moi, il y a quand même un petit côté stratégie où quand tu as une certaine carte, tu peux jouer de certaines façons, il y a certains moves contre moves qui peut s'appliquer, ish. Oui puis non, parce qu'il faut quand même que tu brasses les dés. Fait que, tu sais, c'est juste si t'es chanceux. Parce que, tu sais, t'as beau dire, mon personnage est bon avec des coups de chaise, mais si je brasse pas une chaise de la game,
Ben, je t'en donnerai pas. Ouais, mais quand même, tu peux espérer un peu. Puis, de toute façon, moi, je suis tellement bon dans les jeux de board que je contrôle les dés que je fais. Fait que je suis quand même bon, moi. Fait que... Puis, quand tu joues à plusieurs, c'est en tag team. Fait que tu as un lutteur sur le ring, un lutteur à l'extérieur. Fait que tu peux choisir de faire une tag entre chaque fois que tu lances les dés. Fait que le but ultime, c'est faut que tu tapes dans la main de ton partenaire et tu lances un dé. Et si t'as pas si t'as une case bloc, ton tag est pas réussi. Fait que tu joues avec un dé de moins. Et à la fin de chaque partie, ils te fournissent des ceintures. Fait qu'il faut que tu prennes une photo avec la ceinture officielle du jeu que tu dois mettre sur tes réseaux. Fait que t'as le Tag Team Championship et le World Champion. Fait que tu peux le mettre, genre, Sur les 3 que tu nous présentes, il serait 1, 2 ou 3 dans que toi tu préfères. Je pourrais pas les marquer parce que lui, mettons, je joue avec mon gars de 5 ans en ce moment. Ouais. Puis on a bien du fun, puis c'est relax. Fait que je te dirais que, tu sais, moi, la partie avancée, là, j'ai joué une fois ou deux avec, puis après ça, tu sais, tu joues pas à ça pour lire, là. Tu joues à ça pour brasser des dés, pour avoir du fun. Fait que c'est un jeu fin de soirée, ou début, ou entre une bière. Très dans l'action, c'est ça, là. Puis une game, ça dure combien de temps environ? Ah, ça peut durer 15 minutes. C'est pas long. Okay. Dépendamment de ce que tu fais. Avec un jeu de transition un peu plus. Là. Si vous faites des soirées de jeux de société, là, t'es comme, on se fait ça une game un peu plus active où on brasse des dés. On commence à avoir faim, on n'a pas beaucoup de temps. On se fait une petite game de ça pendant les soupers ou après, ou peu importe. Là. Pendant que du monde cuisine et du monde fait ça, ou tu laisses le jeu sortir puis tu fais un tournoi dans ta soirée. Fait que tu peux le faire, le Queen of the Ring, là, mais version épique. Fait que voilà. WrestleMania 4 avec 16 matchs, let's go. Et là, dans la nouvelle version, là, ils sont allés plus loin, il y a une échelle en carton, fait que tu peux monter tes affaires. Fait que tu sais, comme ils ont vraiment poussé le concept plus loin, puis les personnages encore, là, c'est beaucoup basé Luchador, mais dans Lucha Wars, qui est la nouvelle version, il y a un clown, il y a un joueur de baseball, il y a une fille avec des pattes de poule à la tête. Là. Oui. Très, très, très gimmick. Fait que... Deuxième jeu, ensuite, Phil. Ouais, je vais essayer de... Bon, je ramasserai ça après, là. Fait que voilà. Deuxième jeu. Voilà, ça, c'est un jeu un peu plus vieux, mais toujours le fun. L'autre, il est sorti... La nouvelle version Lucha Wars, il est sorti en 2022. OK. Fait que ça, c'est pas pire. Un jeu qui est sorti, je pense, 2020 pendant la pandémie, qui est le WWE Royal Rumble Legion. Wow. Fait que là, ça doit être endossé par la WWE, vu que je vois qu'il y a des lutteurs de la WWE. Oui. Et lui, c'est endossé, c'est un jeu officiel qui était là. Puis c'est aussi, tu sais, c'est le vieux logo, mais ils ont enlevé le F, on s'entend. Le WWE Wrestling Rumble. Le but du jeu, tu fais un Royal Rumble. Fait que tu peux être de 2 à 8 joueurs. OK. Tu as une pile de lutteurs dans le milieu. Fait que tout le monde pige son lutteur au début. Fait que là, j'ai monté. Fait que ça va vous surprendre, mais moi, j'ai pigé Mankind. Ah, je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Fait que t'as la carte du lutteur avec son nombre de vies qui est ici. OK. Wow. Et t'as son finish qui est à côté, que tu mets là ici. Fait que le but du jeu, comment ça marche? C'est des cartes dans tes mains. À chaque tour, tu choisis qui autour de la table t'attaque. OK. Fait que tu peux sortir une carte qui est soit des kicks. OK. Soit tu peux jouer des strikes pour attaquer. OK. Soit tu peux faire des moves, comme là, on a un Flying Lariat là-dessus. OK. Et toutes ces cartes-là peuvent être augmentées par un boost. Fait que là, mettons, celle-là fait que tu joues plus vite. Il y en a que tu vas jouer plus fort. Tu sais, ton move normal, ben, tu le fais avec une chaise. Fait qu'il devient comme illégal. Fait que... OK. Ça, le jeu s'appelle Royal Rumble, mais il n'est pas basé sur le concept du Royal Rumble. Oui. Il est basé sur le concept du Royal Rumble. Fait que comment ça marche? C'est ton personnage. À tour de jeu, quand tout le monde a placé une carte et te pointé vers qui t'attaque, tout le monde vire. Et là, il y a une vitesse, il y a une notion de speed qui fait qui attaque qui en premier. Fait que, mettons, j'ai un speed de 7, ben, mon move fait sûrement moins mal, mais je attaque plus vite. Fait que, moi, je te frappe, lui, frappe l'autre, tout le monde est là. Là-dedans, il y a des cartes de counter. Fait que tu peux mettre une carte d'arbitre. Si quelqu'un attaque avec une chaise, l'arbitre t'a vu, sort ta chaise. Tu vas intervenir quelqu'un. Fait que là, ça fait un gros meltdown. Et si ton lutteur a plus de vie, t'es swingé par-dessus le ring, tu piges un nouveau lutteur, puis tu continues le tour d'après. Ah, OK. Je comprends. Et le truc là-dedans, c'est que le gagnant, ce n'est pas lui qui a sorti le plus de monde, mais bien lui qui reste jusqu'à la fin. Ben oui. Fait que t'as beau, mettons... Quand il n'y a plus de cartes, c'est ça? Il y a genre 30 cartes, c'est ça? De personnages? Oui, il y en a 30 légendes, exact. Ouais. Fait que même si tu perds 15 cartes,
très vite. C'est ta dernière, tu pognes quelqu'un qui est bon, puis tu réussis à te péter tout le monde. Comme dans un vrai Royal Rumble, tu gagnes. Ça. Exact. Wow! Puis même si tu piges pas quelqu'un qui est bon, même si tu fais juste. Tu sais, mettons, oui. à ton dernier level, l'autre, il reste un de vie, tu as le 30e lutteur qui rentre. Toc, tu le mets dehors. Là, après ça, tu peux donner aussi, nous, on donne toujours pas des médailles, mais comme qui en a sorti le plus, qui est resté le plus longtemps. Des points bonus. Des points bonus, c'est ça. Oui, exact. Mais le gagnant, c'est qui le dernier épée qui est resté à la fin avec ça. Fait que des fois, tu veux même faire exprès de perdre, tu sais, quand t'es rendu, mettons, au 22-24, là, tu dis, OK, j'ai le temps que mon bonhomme meure. Ouais. Attaquez-moi. Cool. Combien de temps à peu près une partie pendant ce jeu-là? Lui, je te dirais peut-être à peu près une demi-heure, 40 minutes. Mettons, ça se joue sur un dîner de job, mettons. OK. Moi, je l'ai amené, là, sur un dîner de job, c'est très réaliste, penser faire une game. Cool. Je dis que tu peux jouer à partir de 3, le fun, là, à 4-5, là, c'est le fun. Là. Oui. Quand tu roules aussi. On l'a fait à 2, une année, là, tu as essayé tout, ça va. Mais à 2, tu sais, c'est pas la je te frappe, tu me frappes. Ben, c'est ça. C'est pas un jeu de chalet ou à plusieurs. Là, Oui, exact. Faut comprendre l'anglais aussi. Là. L'autre, mettons l'autre jeu avec les dés, une fois que tu as lu les règles, quelqu'un te l'explique, ça joue bien, là, niveau famille. Là, ici, il y a un petit peu plus de texte, mais même à ça, les chiffres de base sont là, fait que ça va là. Ça se comprend, relativement. Oui, exact. Celui-là, il faut absolument des notions de lutte pour le jouer ou un moldu est capable de quand même bien comprendre le jeu? Un moldu peut quand même bien comprendre le jeu aussi après le temps, mais c'est sûr que il y a une petite saveur. Les finishes des personnages, ça va. Il y a une petite saveur aussi. Mettons exemple le elbow drop de Macho Man. Lui, ben, ça peut pas être bloqué. C'est ça son spécial. OK. C'est ça. Ou certaines petites choses aussi. Fait que c'est quand même le fun. Puis les légendes, ils font quand même un gros range. Là. Ça va de Hulk Hogan à The Rock ou d'autres choses aussi. Fait que je sais pas la liste de toutes les légendes, là, mais il y a Ric Flair, Razor Ramon, ça couvre quand même large, là, c'est pas juste les années 70-80. Cool. Fait qu'il y en a quand même pas peu là-dedans. Puis c'est ça, c'est quand même simple de mettre en main, puis ça va vite pareil jouer là-dessus. Puis ce qui est le fun, c'est que tu meurs pas, tu peux pas mourir au début du jeu, mettons. Ouais, tu continues tout le temps. Tant qu'il y en a, fait que tu sais, quand tu meurs, c'est parce que vraiment ça tombe dans l'entonnoir de OK, il reste genre. Il y a plus de 4, puis c'est la fin, c'est ça. C'est fun, fait que ça tient tout le monde en haleine tout le long du jeu. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt au bout de 5 minutes, puis là, la game se poursuit pendant une demi-heure, puis cette personne est obligée de les faire à souper, genre. Ouais, exact. Genre le loup-garou, mais on nommera pas ce jeu. Exactement. Cool. Ben, parfait. Jeu 2, ton troisième jeu, ça ressemble à quoi? Et le dernier jeu que je vais présenter aujourd'hui, là, c'est sûr, je n'ai pas le jeu avec moi parce que je l'ai passé, grand cœur que j'ai. Mais il y aura 2 photos qui vont être montrées. La première photo, ça va être la couverture du jeu. Alors, moi, c'est vers en haut, voilà, comme ceci. Le jeu s'appelle, vous pouvez regarder, je vous ai envoyé la photo Messenger, mais le jeu, ça s'appelle Book It. En fait, le but du jeu, c'est super simple, c'est que tu es un promoteur de lutte. Fait que le jeu commence, tu choisis quel type de fédération de lutte tu veux. Fait que, est-ce que tu veux une fédération hardcore, luchador, de sports entertainment ou de power horse? Fait que tu choisis vraiment. Ouais, tu choisis ta fédération. Et là, par la suite, tu as une pile de cash. Et le jeu, il va en plusieurs étapes. Première chose, tu choisis une ville à laquelle tu vas jouer. Fait que là, tu as Montréal, Philadelphie, Las Vegas, tout ça aussi. Chaque ville que tu choisis te donne un bonus, un avantage. Fait que, mettons, exemple, quand tu vas à Philadelphie, toutes les games hardcore, ils te donnent plus de points, plus de cash. Parce que le monde aime ça, hardcore. Ça, là, c'est tellement un jeu. Moi, j'en ai souvent entendu parler de ce jeu-là, puis je veux l'ajouter à ma collection, là, mais c'est tellement un jeu qui est pour un peu fanservice, que tu comprends bien tout le lore, tout ce qui se passe dans la lutte. C'est incroyable. Tu vas beaucoup plus apprécier, mais t'es pas obligé d'apprécier ça pour bien comprendre le jeu. Mais c'est tellement intelligent, pis c'est fait avec, c'est ça, on laisse le kayfabe de côté, là, on comprend que c'est une business, puis qu'il faut engager des gens, Puis le but rapide, là, c'est que tous tes lutteurs sont placés sur 3 stats, qui est le star power, leur qualité de travail, puis l'argent qu'ils coûtent, mettons, combien ça coûte les engager. Et le but ultime, c'est à chaque chose, c'est que tu vas piger les cartes des lutteurs que tu as engagés. Et le but, c'est de faire les meilleurs matchs possibles. Fait que faut que tu mettes le monde qui ont le même working rate ensemble pour que ton show y aille. Fait que quand tu es capable de faire des combos, de mettre 2 lutteurs pareils, là, ça donne des bonus, d'autres choses aussi. Fait que là, c'est toujours la stratégie de monter ton show.
Fait que ça, c'est vraiment le fun. Tu peux voir dans la deuxième photo que je t'ai envoyée, là, tu vas voir, tu commences ton pool de lutteurs, mettons, avec des jobbers, que tu peux payer, les entraîner pour qu'ils deviennent des journeymen, fait que des jobbers de luxe, mettons. Ouais. Et là, dans la photo, tu peux voir qu'ils n'ont pas eu les droits de la WWE. Vraiment pas, mais c'est pas loin. Wow, c'est drôle. Fait que tu sais, Bayley, c'est Kaylee. Ou Hexagon Love, c'est Jack Love. Ben, mais il y a la veste de Cactus Jack aussi. Ouais. Fait que, oui, c'est vrai, oui. Andy Phenom ou il y en a une à demander, c'est un hardcore, mais c'est une fille qui c'est Moxley Ambrosia. Ah, c'est bon. Fait que tu sais, quand tu l'as, t'as tous les jeux de mots, les wannabe gags. Et encore une fois, t'as des cartes qui peuvent nuire aux autres. Fait que tu peux acheter comme, mettons, aller voler les lutteurs des autres, blesser quelqu'un. Et t'as des cartes qui peuvent t'avantager, comme avoir un meilleur spot promo, des choses comme ça aussi. Là. Wow. Fait que tout est inclus là-dedans. Puis c'est toujours le but ultime, c'est faire le plus de cash à la fin. Fait que puis, ton... Vas-y. Ouais, ben ça, il y a aussi quelques expansions, hein, je pense, avec ce jeu-là. Là. Puis ils continuent d'en sortir chaque année. Là. Ben là, il y en a deux. Ben, pas chaque année. Il y en a une que, moi, quand je l'ai acheté, l'expansion venait avec direct. Okay. Ça va. La deuxième expansion, là, ils ont rajouté des titres et des tag teams. Okay. Je serais curieux de voir. L'expansion 1, elle fait juste rajouter des lutteurs. Hein, fait que c'est pas tant... Tu sais, c'est correct, là, où il y a des lutteurs, mettons, qui sont revus, ou, mettons, c'est un lutteur masculin qui ont fait la version féminin, là, des choses de même. Okay. Ouais. Fait que ça va, mais même juste le jeu de base est quand même super le fun. Fait que je serais curieux de voir les tag teams, c'est juste que t'as des ceintures, fait que ça peut valoir plus de points. C'est faire des matchs avec des ceintures, ben là c'est un peu plus comme... Tu ramasses plus de cash. Moins de star power, des choses de même, mais tu sais, le jeu de base est quand même assez complexe. On parle d'une game, là, c'est un bon 2 heures, là, 1h30, 2 heures. Oui. C'est un créateur, parce que l'autre créateur, c'est Paul Laporte. Est-ce que c'est un Québécois ou sais-tu? Je pourrais pas voir, je sais pas. Moi, je l'ai acheté sur Internet, puis toutes les affaires qui étaient, ça vient pas mal des States où c'était anglais. OK. Fait que, je pourrais pas... je veux pas creuser plus qu'il faut. Ben, c'est peut-être... Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ont migré du Québec puis qui maintenant parlent juste anglais. Là. Fait que possible que ce soit ça. Comme Paul Lévesque. Fait que là, il y a Paul Laporte. Paul Laporte, ouais, The Doorman. Mais non, le jeu est vraiment cool, c'est le fun. Puis, comme tu disais, quand t'es pas un habitué, tu sais, ça se fait avec les chiffres. Fait que même si t'as une personne dans ton groupe qui tripe moins ou qui connaît pas la lutte, peut quand même embarquer parce que les références, c'est visuel, puis tu comprends les pareils avec les pareils. Ça devient mathématique. C'est juste que quand t'aimes la lutte, tu vois les référents, puis là, tu décris ton match, puis là, tu dis, OK, ça, c'est mon main event, puis ça, c'est mon pay-per-view. Tu es capable de le mettre ou faire des règles maison, peu importe. Là, comme... C'est juste les références que le hardcore paye plus à Philadelphie, je l'ai dit tantôt, mais ça, tu le sais à cause de ACW, c'est des trucs que c'est pas tout le monde qui connaît d'habitude. Là, fait que... Ben, gros merci, Phil, pour ces 3 recommandations. Fait que si ça vous tente, allez jeter un coup d'œil à ces jeux-là. Je sais que nous, on est en Amérique du Nord, fait que je pense qu'ils sont tous vendus en Amérique du Nord. Oui, ça se voit. Je sais pas si en Europe, vous les avez, mais vous pouvez regarder, sûrement ça se commande également de Outre-Atlantique. Ben, sur les sites, des fois, il y avait des prix en euros, fait que oui, c'est parfait. Fait que ça, c'est là. Sinon, Amazon, ce petit magasin d'économie sociale, permet de trouver quelques affaires là-bas, mais c'est des choses qui étaient encore faisables. Puis surtout pour Canada, mettons, il y avait toujours au moins une boutique canadienne qui pouvait le vendre, ou sinon, Amazon, c'est sûr que c'est le fun d'aller à son commerçant près de chez vous, les acheter. Donc, Paul Laporte a l'air d'être un gars qui vient du Massachusetts, donc il y a quand même des non-francophones qui ont migré dans ce coin-là, qui sont rendus maintenant anglophones, donc dans ce nord-américain pour M. Laporte. Fait que merci Phil pour cette belle chronique-là. Je pense que Bookit on va aller le chercher, ça a l'air intéressant comme jeu. On se fera des soirées, Pierre. Ouais, on a le temps. Oui, c'est ça, comme on a le temps. Et merci Phil pour ta chronique jeu de société. Et on va terminer cet épisode-là avec la deuxième partie d'une première chronique que j'avais fait sur la carrière incroyable de Dominique Mysterio. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la partie 1, on l'a sorti en vidéo, là, seulement cette partie-là. C'est partie d'un ancien épisode qu'on a vu. Et qu'on voyait le début de carrière où Dominique était un petit enfant. Cute. À travers la rivalité entre Ray et Eddie, entourant le fait
qui était le vrai père de Dominic Mysterio. Donc, c'était une rivalité qui tournait autour de ça. Fait qu'on n'en reparlera pas aujourd'hui, mais si vous voulez aller voir la partie 1. Là, on est dans la partie 2. Fait que ça commence quand, la partie 2? Ben, ça commence quand même quelques années plus tard, presque 15, à peu près 14-15 ans après. On est en mars 2019. Et on a une promo en arrière, backstage, où quelqu'un qui vient interviewer Rey Mysterio. Et là, Rey Mysterio qui est comme, hey, j'ai quelqu'un à vous présenter. Et là, qui arrive pas à l'écran? Le grand, l'incroyable Dominic Mysterio, qui est beaucoup plus grand que quand il était tout petit, qu'on l'a vu la dernière fois. Il est vraiment plus grand, il est rendu un adulte, il a genre 18, 19 ans. On est comme, oh my god, il ressemble un peu à Eddie, c'est malade. Il a pas de masque, il a pas rien, mais on reconnaît sa petite babyface d'enfant, parce qu'on l'a vu quand il était enfant. Fait que pour tous ceux et celles qui, comme moi, ont suivi un peu au début des années 2000, de revoir Dominic à ce moment-là, on est tous comme, c'était le petit gars pendant ces... On l'aime, tu sais. Et c'est pour ça qu'il est un peu introduit lors de son début, en tant que très babyface, très genre, un petit gentil qui pourra, qui pourra pas être méchant, parce que c'est comme ça qu'on le connaissait. Il était un enfant, c'est le fils de Ray, Ray est tout le temps gentil, fait que il est amené un peu comme ça. Il est mis... un peu, il est introduit lors d'une rivalité entre Ray et Samoa Joe pour la ceinture des États-Unis. Donc là, il encourage son père, puis il dit, on demande la parole, comment tu penses que ton père va avoir à WrestleMania Samoa Joe? Puis il fait, oui, mon papa, il va gagner parce que mon papa, il m'a toujours montré qu'est-ce qu'on devait faire contre les bullies, puis c'est les battre. Puis, il y a un peu comme une genre de continuité de ce personnage d'enfant qui est un peu naïf et pur. Mais là, il est rendu genre à 18 ans, puis il y a encore la même chose. Fait qu'on le réintroduit vraiment de la même manière qu'on nous l'a laissé lors la fin vers 2005-2006. Par la suite, les semaines qui suivent racontent un peu... on raconte l'histoire, tu sais, on raconte pas vraiment l'histoire qu'on aurait voulu, parce qu'à WrestleMania, par faute de temps, par faute de trop de matchs, malheureusement, c'était un peu le cas à l'époque, là, on promettait des matchs, j'ai l'impression, à des gens sur la carte, mais il n'y avait pas assez de temps pour tous ces matchs-là. Fait que quelques matchs se terminaient très rapidement. Et le match entre Samoa Joe et Rey Mysterio n'a duré qu'une seule minute. Fait qu'un gros squash de Joe contre Ray. Il n'y a pas vraiment Dominic à l'intérieur de tout ça. Fait qu'on sent vraiment qu'on a manqué de temps. Puis let's go, on fait ce match-là. Cependant, qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça d'habitude à Mania? Ils continuent l'histoire. Puis ils font le vrai match dans le pay-per-view qui suit. Fait que dans les semaines qui suivent, on nous raconte la vraie histoire qu'on voulait raconter. Fait que lors d'un match qui est pas pour la ceinture, Ray gagne contre Samoa Joe, un peu avec un roll-up là, surprise. Et là, Dominic vient célébrer avec son papa, il est content, il le prend sur ses bras. Une belle image, on a Ray qui est tout petit avec Dominic plus grand, qui prend son père sur ses bras. Fait que là, il a comme gagné une nouvelle chance à la ceinture de Samoa Joe, qui a perdu très rapidement lors de WrestleMania. Fait que là, Joe, qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va en coulisses, il s'en va menacer Dominic backstage. Il fait un peu dans cette promo-là des allusions au faux père. Il dit, c'est-tu vraiment ton père, anyway, Dominic? Fait que là, on rappelle l'histoire qu'on a construite avec le fait qu'Eddie Guerrero était peut-être le vrai père de Dominic Mysterio. Fait qu'on ramène quand même l'illusion. Fait que on garde le kayfabe de tout ce qui s'est passé lorsqu'il était un enfant. Vient le match de Ray contre Joe. Et Ray remporte la ceinture dans un bon match. Un match correct, là, où les deux, on va Joe comme fort, puis Ray plus agile, puis il se sauve avec la victoire. Cependant, après le match, Ray, en fait, Joe, il est fâché. Il est très fâché. C'est lors de Money in the Bank. En fait, le deuxième match a lieu un peu plus tard, lors de Money in the Bank, où Ray remporte finalement cette ceinture-là. Et ça se fait très rapidement, ce truc-là. Ça se fait en 1 minute encore. Fait que c'est comme un rappel de WrestleMania. Fait qu'on a comme un long match qui se passe dans le milieu. Dans le fond, le match le plus fun entre les deux sont pour redevenir aspirant à la ceinture. Mais les deux matchs pour la ceinture, il y en a un que Joe gagne en 1 minute, l'autre que Ray gagne en 1 minute. Fait que c'est un peu bizarre. Mais Dom vient célébrer avec son père après. Mais Joe, il est fâché. Fait qu'il vient de perdre en 1 minute par un roll-up. Fait qu'il détruit tout le monde. Il pousse Ray un peu. Il amène Ray il pousse Dominic. Il amène Ray sur la scène. Il commence à le détruire. Le blesse. Et là, Dominic impuissant. Tu sais, lui, il est juste un petit enfant. Là, il a 18 ans. Mais tu sais, c'est un moldu. Là. C'est pas un lutteur là, à ce moment-là. Mais non. Et le personnage, il lutte pas. Fait il prend son père. Puis il est triste. Puis ça finit là-dessus un peu cette rivalité-là.
Par la suite, la semaine qui suit, Rey Mysterio s'est blessé. Est-ce que c'est blessé kayfabe ou pas? Probablement, parce que le match a seulement été 1 minute, mais décide de remettre sa ceinture. Parce qu'il s'est blessé à l'épaule. Probablement qu'on savait qu'il s'est blessé à l'épaule, parce qu'on a fait un petit match de 1 minute seulement. Donc, remet sa ceinture, mais il la remet pas de n'importe quelle manière. Il la remet à Samoa Joe, parce qu'il dit, comme c'est toi qui m'as blessé, ben je respecte ça, je fais ce qu'un père devrait faire, on montre l'exemple, puis je peux pas me battre en ce moment, c'est toi qui m'as blessé, je te donne ma ceinture. Fait qu'un relinquish un peu différent de ce qu'on voit de l'habitude. Ouais. Fait que là, évidemment, Joe, c'est un méchant à ce moment-là, fait qu'il rit un peu et attaque Rey, même s'il a donné la ceinture. Ah, il est pas fin. Il est pas fin, il est vraiment pas fin. Et fait que là, il fait son cocoonut clutch, fait que c'est ça. Lui, il faisait ça pour donner un exemple à son fils, c'est ce qu'il dit. Je donne un exemple à mon fils, que gars, dans la vie, si tu peux pas te battre, ben, il faut faire les choses comme il faut, même si on n'aime pas les résultats, mais il y a quand même un beatdown. Par la suite, bon, il y a la pause un peu où on se remet de la blessure, fait qu'on voit pas Dominique pendant ce temps-là. On revient en septembre, 30 septembre 2019, où Rey revient à l'écran, dans un peu une rivalité avec Brock Lesnar. Fait que, un classique Brock Lesnar. Ah, ouais. Il est fâché. Quand il est fâché, il détruit pas mal tout le monde. Fait qu'il il beat down Rey Mysterio sur le ring. Et qui qu'on n'a pas ringside, de la même manière qu'on introduisait Rey quand il était un enfant, on a Dominique. On a Dominique qui est ringside et qui fait genre comme qui s'inquiète, qu'on voit ses faces d'enfant naïf, mais là il est rendu un adulte naïf qui se demande qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi Lesnar il est comme ça, puis il fait ça. Fait que là Lesnar il le remarque, puis que là il va à côté de lui. Puis il commence un peu à l'intimider, puis il fait tu vas t'asseoir dans ringside, tu vas me laisser péter ton père. Puis là, t'as Paul Heyman qui essaie de contrôler sa bête, et il réussit pas à la contrôler. Fait qu'est-ce qu'il fait pas, Lesnar? Il pogne Dominique, et il garoche l'autre bord. Il commence à frapper Dominique. Premier bump de la légende Dominique Mysterio. On l'a vu pour la première fois en mars, et ça a pris jusqu'en septembre pour voir un premier bump, pour que ce soit physique pour de vrai, un vrai bump. Là. Un bump, fait que tu sais, il est encore le personnage, il est encore un moldu, il est encore quelqu'un qui est dans le public, mais là, il prend un bump, fait que là, il se fait péter il se fait vraiment péter. Ça sonne un peu, ce run-là, c'est un peu l'initiation, j'ai l'impression de, mettons, backstage de Dominique Mysterio, parce qu'on le met dans des situations où on veut qu'il se prouve, puis tu sais, tu dois vendre Brock Lesnar, il va pas avec le dos de la cuillère. Ouais, fait qu'il bump, il bump. Ça donne du heat aussi pour Brock Lesnar, pour la feud. Donc, on vraiment le positionne comme un gros, grand méchant. Phil, toi, est-ce que tu as des souvenirs un peu de tout ce début-là? J'en ai vu juste des bribes, c'est sûr, mais le premier coup qui se fait jumper, moi je trouve que la phase de Dominique Mysterio, tu vois que quand il se fait prendre, tu le sens qu'il a peur. Là. Ouais, ben, qui n'aurait pas peur devant Lesnar? Oui, c'est clair. Là. Mais c'est juste l'émotion, là, tu sais, comme vraiment la phase, il se fait lever pour quand il passe par-dessus la barricade, là, ça c'est un des moments. Puis c'est ça, il se fait faire ça, un peu ringside, il se fait pogner, il se fait mettre sur des coups dans le poteau du ring, il se fait amener dans le ring, là son père il est mort lui tout, mais là c'est mon fils t'es en train de battre, il essaie de s'accrocher à la jambe de lâche mon fils, fait que là Lesnar il regarde Rey, il rit, il pogne Rey, il leur pitch d'un corps de manière stiff. Il repogne Dominique, il leur pitch d'un corps à son stiff. Un gros segment, puis là tout le long t'as un Paul Heyman qui capote, qui vend à la Paul Heyman, le fait qu'il contrôle rien. Et là, j'ai bien aimé pendant qu'on pitch Dominique tout le long, t'as Jerry Hollow, commentateur, qui est comme « C'est juste un ado! C'est juste un ado! » pendant qu'il se fait garrocher. Bref, quand même un peu bon quand même comme segment. Puis c'est une manière de bien introduire. Fait que là, ça donne une raison, tu sais, à Rey d'aller se battre contre Lesnar. Fait qu'ils ont un match à Survivor Series en 2019. Et là, il était trop loin. Fait qu'on fait ça sans disqualification. Yes. Parce que là, on s'entend, c'est très David contre Goliath, là, Rey Mysterio contre Brock Lesnar. Si on veut qu'il y ait un petit peu, une petite tension, on sait pas qui gagne, on va mettre ça, pas de disqualification pour que Rey puisse avoir des armes, tout ça. Et c'est à l'intérieur de ce match-là, quelques mois plus tard, hein, Survivor Series c'est en novembre, fait que 2 mois plus tard, dans ce match-là, qu'on a le premier move de Dominique Mysterio. Nice. On a eu le premier bump avant, le premier move de Dominique Mysterio est dans ce match-là. Parce que son papa, il se fait encore détruire par Brock. Fait que là, Dominique, il court, puis il se rend ringside, puis là, il y a une serviette blanche. Puis là, il est comme, arrête, là, je veux que t'arrêtes de faire mal à mon papa. Fait que là, Brock Lesnar, il rit, je suis Brock Lesnar, pogne la serviette, la garoche dans la foule, vraiment foutu de ta serviette. Il pogne par la gorge, Dominique.
oh non, il va-tu encore le frapper? Puis là, en arrière, Papa Mysterio, Paclao, low blow, un coup dans le pelvis à Brock Lesnar. Il a mal dans le pelvis. Et là, qu'est-ce qu'il fait pas, Dominique? Low blow, lui aussi, un autre coup dans le pelvis. Double coup dans le pelvis. Commence à frapper Brock à 2 coups de chaise, coups de bâton. On amène Brock, il revole dans les cordes. Oh non! En position 619. C'est quoi, on va-tu le voir? On va-tu pas le voir? C'est ça qu'on rêve depuis toujours. Un 619 père-fils. Les deux, ils partent en même temps dans les cordes. Sont synchronisés. 619 père-fils. Un beau moment quand même. Je me souviens à ce moment-là, j'étais comme... c'est très fanservice, mais on voulait le voir. Un jour, un 619 fait avec Dominique et son papa. Juste le calculer, là, ça donne 1238. Voilà. 1238, parfait. Un 1238. Et par la suite, Dominique, il monte sur le top. Il fait son premier Frog Splash. Tombe sur Brock. Papa Mysterio va sur Brock. Les deux ensemble, ils pinent Brock. 1, 2. Et non! Brock Lesnar, il est ben trop un monstre. Il kick out, puis il finit par gagner pareil. Fait qu'ils ont pas réussi à gagner contre Brock Lesnar, malheureusement. Quelques semaines plus tard, on termine un peu cette rivalité parce que le Brock, il vouille à être plus haut sur la carte. Oui, un peu plus bas. Fait qu'il retourne dans le championnat des États-Unis. Hein. On se souvient, avec Samoa Joe, c'est la ceinture qu'il a perdue ou qu'il a relinquish. Fait retourne un peu dans cette truc-là. Se pogne contre AJ Styles et gagne contre AJ Styles. Fait que là, on fait un classique. Dominique vient ringside, vient célébrer, il y a des lunettes, pogne son papa sur ses épaules, la même image. Et on est content. On est à fin novembre, début. Là, il s'est passé quelque chose, début 2020. Je sais pas, c'est gros, un peu une pandémie qui chie tout. Fait que là, tout arrête pendant la pandémie. Toutes les différentes rivalités, on change les plans, tout ça. Fait que là, on fait un petit saut dans le temps, un peu plus loin, parce que malheureusement, ça change beaucoup de plans, cette pandémie-là. Ouais. On revient, malheureusement, ça c'est peut-être le petit défaut que j'ai, mais c'est pas de sa faute, mais ça aurait été le fun que Dominique ait son premier match devant des humains, pas devant des télés, puis dans un Thunderdome un peu bizarre, mais bon, c'est pas ça que c'est fait. Fait que je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu comme une petite rivalité entre Rey Mysterio et Seth. Aux alentours. Une rivalité où on voit encore un peu les conséquences de ça, parce qu'il y a eu un Malakai, Aleister Black qui était mêlé un peu à tout ça, et qui a encore l'œil de couleurs différentes, avec un peu d'ombre. Donc, on voit encore là, les effets de cette feud-là à ce jour dans une autre compagnie. Juste pour dire comment Dom Mysterio a de l'impact. Vraiment beaucoup d'impact. Vraiment beaucoup d'impact. Fait que, on va vous rappeler un peu comment ça se passait. Fait qu'on avait Seth qui était dans un personnage de Messie un peu. Fait qu'il était genre dans un genre de Jésus. Là. Il se faisait le Jésus de la lutte un peu. Le Messie de la lutte. Il y avait un clan avec Buddy Murphy, qu'on rappelle, qui est maintenant avec Aleister Black de l'autre côté. Qui est en... et c'est ça. Les deux étaient contre Ray. Ils faisaient un peu des matchs par équipe. Et là, dans un des matchs, on était trop loin. Parce que, c'est ça, il n'y avait pas de public, tout ça. Fait qu'il fallait essayer de créer un peu d'effervescence, de sensationnalisme. Fait que dans le match, qu'est-ce qu'il décide de faire, Ray, en beatdown un peu sur Ray? Il pogne la tête de Ray. Il l'amène, tu sais, les escaliers de métal, comment c'est dur. Mais là, c'est pas juste dur, là. C'est coupant. C'est coupant, c'est pointu. Amène l'œil de Dominique Mysterio avec un gros close-up. Il n'y a pas de personne dans le public, tout ça, mais... Tu sais, son œil qui pendait, man. Ah ben, c'est pas tout de suite, ça. Ça, c'est pas tout de suite. Pas là. Première fois, il rentre l'œil dans le truc. Bon, il vend qu'il a perdu son œil. Là, évidemment, c'est le personnage de Seth à cette époque-là qui est un peu Jésus. Fait que œil pour œil, dent pour dent. On fait un peu d'allusion à tout ça, là, tu sais. Fait que, il est capable de ramener la vue, mais lui, moi, je suis capable d'enlever la vue. Fait que, c'est un peu les gars, genre de deuxième degré qu'il essaie de faire, là, autour de ce personnage-là. C'est une période bizarre, hein. Il n'y a pas personne dans la foule. Fait que, ouais, non, c'est ça. On fait ce qu'on peut. C'est ça. Fait que dans les semaines qui suivent, Ray et Dominique, ils veulent se venger parce que là, Ray commence à mettre une patch devant son œil, devant son masque. Fait qu'ils veulent faire la même chose à Seth, tentent de faire souvent, là, il pogne à 2, il essaie de l'isoler, mais il y a tout le temps Buddy Murphy qui revient puis vient sauver Seth avant qu'il se fasse enlever son œil. S'ensuit une stipulation un peu weird, dans les matchs un peu weird aussi, Extreme Rule de œil pour œil. Ouais, le match œil pour œil d'Extreme Rule. Et c'était la connotation qu'on avait de ce Extreme Rule, c'était horror show. Fait qu'il y avait entre autres le truc de Bray Wyatt avec... oui! Il y a eu beaucoup de feud un peu bizarres dans ce truc-là qui était plus cinématique, si on veut. Et ce match-là, il était devant personne, puis il se finit. Puis le but du match, c'est de faire crever l'œil à son adversaire. Là. Vraiment une stipulation bizarre.
Et à l'intérieur de ce match-là, on a Ray qui se fait, c'est là qu'on voit, il se fait faire ça dans son œil qui avait déjà mal, il se fait enlever sa patch, il se fait mettre son truc, et il nous sort un espèce de faux œil, en genre, qui sort de... Tu sais, mais bien fait quand même, parce que c'était dégueulasse, là. Ben oui, il mais... crève, crève ce truc-là, tu sentais que ça pendait, mais c'était tellement weird. Et là, t'as même Seth qui fait le sell où il vomit à côté du ring, parce qu'il trouve ça dégueulasse qu'il a fait lui-même. Le match se termine... Genre de match weird parce qu'il n'y a pas de public pour réagir. Puis à la maison, on est comme c'est bien dégueulasse qu'on vient de nous vendre. Mais bon, comme le monde panique pas parce qu'il y a un œil qui pend de la face de Ray. Il y a comme pas. Il y a pas tant de médecins qui viennent voir parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent pas s'approcher à cause de la pandémie. Fait que c'est juste weird un ambiance. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, mais ça met la table à Dominique pour SummerSlam parce que là, son papa, il vient de perdre son œil pour vrai. Il l'avait déjà perdu un peu avant, là, il l'a perdu pour vrai. Fait que là, il veut se venger de Seth. Fait que commence une rivalité avec Seth Rollins puis tout son clan, mais il est tout seul parce que son père, lui, il est blessé, il a plus d'œil. Fait que il décide de commencer à l'attaquer, Seth et Buddy Murphy, avec un coup de kendo stick. Fait qu'il arrive dans les promos pendant qu'il parle, coup de kendo stick, il n'y a pas de public évidemment, fait qu'il fait que popper, il donne des coups de kendo stick. Demande au directeur général de signer un contrat comme lutteur, parce qu'il était pas encore lutteur, il était encore un moldu. Fait qu'il dit, let's go, fais-moi signer un contrat comme lutteur, je vais devenir lutteur, puis je veux aller venger mon père, qui s'est fait péter la gueule. Et là, on a également le deuxième segment de tout ce truc-là, qui sonne très initiation. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi, ça m'a marqué ce segment-là. T'as un Dominic Mysterio qui, malheureusement, se fait prendre un peu là, par lui-même. Il essaie de venir péter les deux, mais le nombre fait qu'il est tout seul contre deux. Et là, Seth et Buddy se pognent des kendo sticks. Et là, t'as le décollé, ça. À coup de kendo stick, mais tu sais, pas 3-4 kendo sticks, là. Une bonne centaine de coups de kendo stick, en avant, en arrière. Et là, évidemment, pour rappeler le fait que le personnage de Seth est un peu un genre de méchant Jésus. Il avait accroché dans les cordes, hein? On place dans les cordes comme ça. Dominique, il est pris de même, on enlève son gilet. Quelqu'un est en bas du ring, il donne des coups dans le dos. Seth en avant, coup dans le devant. Ça finit, mais le Raw de cette manière-là. Une initiation live à télé, là. Initiation live à télé. Ça sonnait vraiment comme ça parce que c'était beaucoup trop de kendo stick pour on aurait pu faire le même effet, mais avec comme 5-6 kendo stick, coups de kendo stick. On voulait vraiment, on dirait, faire let's go, il est capable d'en prendre le jeune, puis il va en prendre. Il y a des photos que vous voyez, là, il est tout ouvert partout, à coups de kendo stick, dans le dos, en avant. Mais en même temps, ça l'installe Dominic Mysterio comme la légende qui est, parce qu'il n'a pas le choix de ramasser le respect du locker room, du public, de tout le monde, parce qu'il s'est tellement fait faire stiff ce segment-là que t'as pas le choix de le respecter. Même si c'est une recrue, même si on l'a jamais vu lutter encore à ce moment-là. Fait que ça fonctionne quand même. C'est quand même très violent, mais la WWE fait souvent ça dans les premiers lutteurs, leur premier match, on est un petit peu plus stiff pour on dirait, tu vas faire tes preuves, là, tu sais. Et c'était le segment pour faire ses preuves. S'ensuit le premier match contre Seth Rollins. Quand même, t'es bien positionné là, quand ton premier match de lutte c'est contre Seth Rollins. Tu sais aussi que ça va bien aller parce que Seth est capable de prendre n'importe qui ou à peu près puis le faire bien paraître dans un ring. Fait que c'est quand même bien fait, bien pensé de le matcher tout de suite avec quelqu'un d'extrême, un des meilleurs au monde, period. Là, puis on voit quand même qu'il est protégé à travers tout ça parce que tu sais, on le met pas avec n'importe qui. Là, on le fait pas commencer low card. Là. On va faire un premier segment avec le premier bomb autour de Brock Lesnar. Ouais. Ensuite, on le place avec Seth Rollins. Fait quand même dans des positions avantageuses pour une recrue. Là. On voyait déjà le potentiel qu'il pouvait apporter, j'ai l'impression, pour la compagnie. Là. Et ce match-là, je l'ai réécouté, il est tellement bon. Okay. Il sort tous les mouvements qu'il est capable, évidemment, tu sais. Oui. C'est son rêve, c'est son premier match, il a dû s'entraîner. C'est l'année d'avant là, qu'on l'a présenté. Là, fait plus d'1 an qu'on l'a présenté. Fait il a dû juste s'entraîner pendant 1 an, pendant la pandémie, présenter les mêmes moves, pratiquer les mêmes moves, faire les bombes, apprendre à faire ses classes. Tout ça, là, ouais. Et il n'a presque pas de botch à l'intérieur de ce match-là. Presque un match parfait pour une recrue là, comme premier match qui est mis. Seth Rollins, évidemment, aide beaucoup et est très bon, mais il fait quand même quelques mouvements high-flying, du springboard, ses cordes. Ça nous rappelle un peu du Ray, là, un style un peu semblable. C'est sûr qu'il est vraiment plus grand, Dominique,
mais il est très high flyer, ce qu'il n'y a pas par la suite. Là. Les dernières années, il n'y a pas ce style-là. Mais j'ai l'impression que ce style-là, éventuellement, on va le ramener parce qu'il était quand même à l'aise dans les cordes. Ouais. Capable de bien faire des 619 aussi. C'est des mouvements qui sont plus faciles à faire quand t'es petit. Lui, il est quand même grand. Puis il fait le même genre de mouvement. Fait que un excellent match que je vous conseille à SummerSlam. Très dommage qu'il n'y ait pas de public. Très dommage qu'on n'ait pas de réaction de foule. Faut un peu le vivre à travers tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il aurait été très over s'il y avait eu une foule à ce moment-là. Parce que il sort vraiment de nulle part. On s'attend à rien. Puis il sort un très bon match parce qu'on l'a pas vraiment vu faire des mouvements de lutte jusqu'avant ce match-là. Il arrive avec des coups de kendo stick, il se fait faire des petits bombs, mais il est-tu capable de faire un frog splash? Est-tu capable de faire un DDT en tourbillon? On le sait pas, mais il est très bon dans ce match-là. Il perd, cependant. C'est Seth Rollins quand même contre Kiki, là, fait qu'il va gagner son match. mais il paraît bien. Il paraît bien. Cool. Et dans les semaines qui suivent, il finit cette feud-là, cette rivalité-là, avec Papa en équipe. Lui et Papa en équipe contre Buddy Murphy et Seth Rollins, où ils gagnent finalement leur match et on isole un Buddy Murphy dans le ring et là on appelle la famille. Fait que la petite sœur elle vient, la maman elle vient. On revoit les mêmes personnages qu'on a vus lorsque ils étaient tous des enfants, qui étaient plus jeunes en 2005 et on donne des kendo sticks à tout le monde. Et là on fait une piñata de Buddy Murphy à la fin de ce match-là. À coup de kendo stick, toute la famille, on s'en donne à cœur joie. La rivalité se poursuit un petit peu après parce que bon, la sœur de Dominique continue un genre de vision. Ouais. Mais on en parlera lors de la prochaine partie 3. Je voulais qu'on s'arrête à ce premier match-là, ce qui nous a amené à ce match-là et ce qui boucle un peu cette rivalité-là. Fait qu'un premier match contre Seth Rollins quand même efficace. Malade. Et un excellent match. Il n'y a pas beaucoup de matchs recrues aussi forts dans l'histoire de la lutte. Il a gagné recrue de l'année là, dans toutes les palmarès cette année-là. j'espère. Il a super bien paru. Puis avec ce qui s'en vient quand tu vas nous faire notre partie 3 aussi, le représente très très bien. J'ai l'impression que l'année recrue, c'est vraiment du moment où on fait son premier match et tout ce qui suit par après. Donc, je pense que c'est pour l'année 2021, 20 ou 21 là, qui a été là, la recrue de l'année. Fait que, exact. Mais cette deuxième partie se concentrait sur comment on l'a amené, le ramener comme adulte jusqu'à son premier match. Et je trouve que ça a été très bien fait parce que on l'a pas tout de suite amené comme lutteur. On l'a surtout encore dans la amené. condition, les conditions. Ah oui, la planète au complet était à ce moment-là. Ouais. Mais c'était quand même le plan dès le départ, de l'amener ringside, de l'amener à travers le public, tout ça. J'ai l'impression que si la planète n'avait pas arrêté, on aurait poursuivi de le mettre ringside tout le long. Puis peut-être que Seth l'aurait pogné ringside pour lui faire des trucs. Et à la place, bon, évidemment, il n'y avait pas de public, fait qu'il fallait qu'il arrive des coulisses. Mais c'est cette manière-là qu'on a fait le match. Mais très bonne rivalité. Avant de s'en aller à la fin et de closer ce bel épisode-là, Phil, toi, Dominique Mysterio, tes impressions, ton appréciation du personnage? Ben, moi, c'est sûr que son heel turn, jusqu'à date, c'est sûr que ça monte une coche, là. Ça monte là. Ça, c'est cool avec le Judgment Day. J'ai hâte de voir après. Tu sais, ce qui s'en vient, là, ben là, il y a un changement un peu là, qui se crée présentement, là. Exact. Genre, voir, est-ce qu'il va se mettre avec une autre faction, peut-être? Est-ce qu'il va partir sa propre faction? Est-ce que... c'est ça qui est... Moi, je serais curieux de voir dans 2 ans qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait avec... Où il va être rendu... Ben, clairement, il y a quelque chose qui s'installe avec un rappel à Eddie Guerrero, quelque chose avec la coupe de cheveux, avec le style qu'il y a présentement. Avec... Il y a quelque chose qui va se passer. Là. Avec toute l'histoire qu'on nous raconte depuis ses débuts, tout est très logique entourant Dominique Mysterio. Le kayfabe de cette gimmick-là, de ce personnage-là, ne change pas pour rien et tout le temps logique, passe d'un point A à un point B, B à C. Ça sort jamais de nulle part où qu'on nous amène. Puis cette deuxième partie le montre bien, tu sais. On fait tous les rappels de quand il est jeune pour le ramener de la même manière, mais version adulte. On fait pas juste il y a un nouveau nom. Tu sais, souvent on fait ça, là, tu sais, mettons Braun Breaker. C'est un nouveau nom, Braun Breaker, c'est pas le fils de Steiner, puis il y a d'autres choses. Puis, lui, c'est on a décidé de garder le kayfabe qu'on l'a installé. Ouais. Et quand on fait faire son heel turn, qu'on va venir dans la partie 3. Et par la suite, Judgment Day, puis là, où qu'on s'en va dans le futur, j'ai l'impression qu'on garde toujours des impacts. Fait que comme on n'a pas eu le payoff encore de Eddie, j'ai l'impression il va peut-être avoir un rappel. C'est un dossier qu'on va pouvoir suivre avec les sommeliers là, pendant bien longtemps. Moi, je dis qu'il y a juste eu un petit botch, là, mais ça va être dans la partie 3. Là. Mais la partie où il commence son heel turn, là, je te juste à mentionner, puis vous en parlerez plus après, où ce qui va une fin de semaine en prison, puis il vient le roi du gangster le lundi après. Moi, ça, c'est pas un botch, man. Ça, c'est du génie pour moi, ça. Ça, c'est parfait. Ça ajoute une couche de stupidité. Moi, je trouve que ça l'ajoute aussi. Ah ouais. Ah oui, c'est clair, mais
Je suis d'accord que oui, ça prenait ça, puis ça va, mais si juste le petit week-end, t'es comme moi, je trouve que le buzz de ça a été de faire cette histoire-là sur les réseaux sociaux, puis pas de l'amener à l'écran. Si on avait assumé ça, puis donné le budget pour amener ça à l'écran, plutôt que juste faire des vignettes avec des selles filmées. Là. Puis on en reparlera là, à la partie 3, mais justement, c'est que c'est pas un vrai badass, c'est pas un vrai bad boy. Il est tout le temps camouflé derrière quelqu'un de plus grand ou de plus fort. Fait que je trouve que justement, là, juste une fin de semaine, puis lui fait comme I'm the biggest bad guy ici. Puis ça construit le petit enfant parfait, père de famille, qui pense qu'il est un méchant. Puis moi, je trouve tout ça d'être tout le temps logique entourant ce personnage-là. Fait que, bref, dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous pensez. Ce que vous avez pensé de ce début-là, de cette partie-là. Évidemment, on va avoir une partie 3 dans les prochaines semaines. Continue de travailler sur ce dossier-là. Et gros merci, Phil, d'avoir été avec nous. T'as-tu des trucs à plugger pour que les gens suivent ou des trucs comme ça? Pas tant. J'ai pas tant de trucs à plugger. Par contre, je travaille sur un projet en ce moment. Ça sortira sûrement jamais dans les médias, mais je suis un fan de Donjons Dragons, on s'entend. Je joue là-dessus. Et il y a un jeu de rôle qui s'appelle le World Wrestling. C'est le World Wrestling Edition qui est comme ceci. Fait que le but, c'est de faire ta propre ligue de lutte et ta fédération aussi. Fait que dans quelques semaines, je vais partir la FLP, qui est la Fédération de lutte de plage. Fait que c'est la seule fédération de lutte qui a du sable autour du ring. Voilà. Et notre general manager va s'appeler Derek Primo, ok, parce que Wrestling Day Every Day, si on s'entend là-dessus. Et là, fait que ça l'adapte le concept de Donjons et Dragons à la lutte, de ce que je comprends. Fait que tu fais ta propre fédération là-dessus. Fait que là, tu fais tes tag teams, tu fais tes championships. Là. Fait qu'on a le Smash Championship pour notre tag team d'équipe là, aussi. Fait que ça, c'est un match où il y a un filet de volleyball qui traverse le ring. Comme... j'aime tout ça. Fait que c'est vraiment épais par rapport à ça. Là. Fait que on va te réinviter pour que tu nous fasses un update de comment ça va, puis comment ça se passe, puis inciter les gens à suivre ça. Ben, quand vous voulez, n'importe quand. Gros merci Phil d'avoir été là. Merci pour ta chronique aussi. Gros merci Pierre également. Plaisir. Les gens ils peuvent nous suivre où, Pierre? Écoutez, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Si vous nous écoutez à l'audio, comme Phil nous a dit avant qu'on commence à enregistrer que lui nous écoute à l'audio, parce qu'il est occupé, fait qu'il me sort dans ses oreilles, il entend nos belles voix, puis il nous écoute comme ça. Si vous êtes à l'audio, peu importe la plateforme audio sur laquelle vous nous écoutez, vous venez nous voir pour discuter sur Facebook, vous venez nous voir pour discuter avec Phil sur Instagram, sur Facebook, peu importe votre plateforme, on est là, on n'est pas encore sur TikTok, mais on va être là. On va être là, oui, un moment donné. Si vous êtes sur YouTube, c'est tout de suite en dessous de la vidéo. Commentez, partagez, likez, tout ça. Vous nous êtes très utile et très gentil de le faire. Merci infiniment de nous suivre dans ce beau projet-là. Fait que, merci. Et là, on est jeudi, hein. Fait que le prochain épisode, ça va être lundi prochain. On approche tranquillement pas vite de Clash of the Castle. On approche également tranquillement pas vite de notre Mini-Fest Mania. Fait qu'hésitez pas à aller acheter vos billets. C'est le 14 juin prochain. Soyez là. Et on approche également tranquillement pas vite de peut-être les débuts du clan entourant Uncle Hardy et peut-être la fin de mes épisodes bonus parce que tabarouette que ça gruge du temps dans ma semaine. Maxime est fatigué, vous l'avez entendu lundi. Maxime est fatigué, il est cuir. Il y a beaucoup de jobs. C'est ça, il y a beaucoup de choses. Mais bon, le questionnaire va s'en venir pour Clash of the Castle. Fait que ça va être dans le prochain épisode, lundi, l'épisode 55. Vous allez pouvoir faire ça. Toutes les prédictions, le questionnaire, tout ça. Vous allez pouvoir faire ça. Fait qu'on se revoit. D'ici là, c'était Max Perriard ainsi que Pierre Castonguay. Et c'est le dernier. Et pour les sommeliers de la lutte. Merci beaucoup tout le monde. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.